Владимир Владимирович Путин. C'est un discours qu'on étudiera dans les écoles de rhétorique comme le discours de propagande par excellence. Poutine, très maquillé, très sûr de lui, très belliqueux aussi. За нами правда, за нами Россия. C'est désormais le drapeau ukrainien qui flotte au-dessus de la ville de Liman. La guerre, elle continue et elle est en pleine contre-offensive du côté ukrainien. Les Ukrainiens sont capables de porter des coups, de désorganiser l'armée russe. Ils exercent une pression, ils exercent des attaques. Ils ont recruté 200 000 personnes qu'ils ne savent pas encadrer. C'est du poids mort. 66% des Russes craignent une mobilisation générale. Plusieurs milliers de Russes sont entrés hier en Géorgie. Ils refusent de rejoindre les rangs de l'armée. Победа будет за нами. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission spéciale que nous vous présentons ce soir sur BFM TV, intitulée « Vladimir Poutine va-t-il perdre la guerre ?» La particularité ce soir, c'est que c'est aussi interactif. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Des spectateurs sont présents dans le public pour poser des questions en direct à nos experts. Je vais me rapprocher de vous dans un instant. Bonsoir Thierry Arnaud, bonsoir Jérôme Pellistrandi, général Jérôme Pellistrandi, bonsoir Ulysse Gosset, bonsoir colonel Michel Goya, bonsoir Patrick Sauce et bonsoir Sylvie Berman. Vous allez nous accompagner pendant toute l'émission. On n'oublie pas non plus les téléspectateurs. Vous pouvez d'ores et déjà nous poser vos questions via le QR code qui s'affiche en ce moment à l'écran. Et puis plusieurs invités vont venir nous rejoindre, des visages de la guerre, des acteurs de la guerre. Le ministre ukrainien de la Défense, dont la parole est très rare, va s'exprimer ce soir en direct sur BFM TV dans quelques minutes. C'est lui qui pilote la bataille, qui nous racontera à quel point l'armée russe recule ce soir sur le terrain. Le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, Alexander Makogonov, sera avec nous en direct aux alentours de 22h sur le plateau sur BFM TV. Et puis le regard d'un grand témoin, François Hollande, l'ancien président de la République, nous aidera à nous mettre ce soir dans la tête de Vladimir Poutine. Il nous racontera quelques anecdotes, quelques rencontres avec lui. Justement, écoutons le président russe qui s'est exprimé tout à l'heure. La situation sera stabilisée et vous pourrez développer tranquillement ces territoires, ce qui aidera à renforcer le pays dans son ensemble. Les gens qui vivent dans ces territoires avec vous souffraient de privation depuis de nombreuses années et ils avaient à cœur de se réunir avec la Russie. Un grand merci à eux et je m'incline devant eux. Les résultats du référendum, à vrai dire, m'ont un peu non seulement réjoui, mais aussi étonné. Ça nous mène à la première question de l'émission et c'est vous qui allez la poser. Bonsoir Philippe, on vous écoute. Bonsoir Aurélie, j'ai une question. Cette percée ukrainienne peut-elle être décisive? Est-ce un tournant dans la guerre? Alors, j'ai demandé à Michel Goya de me rejoindre. J'ai besoin de vous, Michel, et de vos cartes surtout. Ça va très vite, en fait. On a tellement vite qu'on a du mal à s'y retrouver. Oui. On commente beaucoup l'avancée en ce moment à Kherson. Oui, les événements les plus importants se passent actuellement sur la zone de Kherson. Donc on voit, c'est tout au sud du pays, c'est une tête de pont qui fait la taille d'un département français à peu près. La ville elle-même, qui est une ville importante, 300 000 habitants avant la guerre, c'est une zone qui est tenue par peut-être 25 000 soldats russes. Et c'est quasiment un sixième de toutes les forces russes qui sont en Ukraine qui sont là. Parce que c'est quelque chose de très important pour eux. C'est une ville importante, c'est la capitale de la nouvelle province russe, entre guillemets, de Kherson. Et c'est éventuellement une tête de pont pour aller ailleurs, éventuellement sur Odessa. Et ce qui se passe actuellement, plus exactement depuis plusieurs mois, cette zone est attaquée par les Ukrainiens, elle est assiégée, elle est même isolée. On voit le fleuve, il a 3 ponts. Ces ponts sont presque détruits. Le fleuve Dniepr, qui est très large. Ces ponts sont détruits, les barges qu'utilisent les Russes sont également frappées. Donc tous ces 25 000 hommes sont de plus en plus isolés. Vous comprenez bien, qui est en orange, qui est en rouge? Là, ce sont les Ukrainiens. Alors en rouge, bien sûr, ce sont les forces russes. Et ici, on voit comment les Ukrainiens avancent en ce moment. Et ce qu'on voit en jaune, ce sont les zones où se déroulent les combats actuellement.
Et ce qui se passe depuis plusieurs jours, c'est que les Ukrainiens, on voit les flèches bleues dans le nord, là, sont... Oui, que se passe-t-il ici, Michel ? Ils ont réussi une percée. Ils ont réussi à avancer le long du fleuve Dniepr. Le long du Dniepr, là, voilà, ça fait sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et ils ont mis en danger, en réalité, toutes les forces russes qui étaient dans le nord de cette tête de pont, qui les ont obligés à se replier un peu en catastrophe. On disait que ça allait très vite, oui. Michel. En quelques jours seulement, on va rembobiner à il y a même pas une semaine, on voit que les Ukrainiens grignotent chaque jour. Exactement. Non, là, on est le 28 août. Oui. Exactement. Donc là, c'est Kherson. Moi, ça fait des mois, mais là, il y a une accélération du côté de Kherson. Mais les opérations ont commencé, ukrainiennes, ce qu'on appelle la contre-attaque, une grande contre-offensive, plus exactement, ont commencé dans le nord. C'était un peu une surprise. Ils ont percé dans la région entre Kharkiv et Izium. C'était une grande victoire pour les Ukrainiens. Tout le dispositif russe s'est effondré dans la région. Et depuis, les Ukrainiens n'ont pas arrêté d'attaquer et d'avancer. Donc, ils avancent dans le nord, toujours dans cette région. Ils approchent la province de Luhansk, qui est aussi une province qui a été annexée par les Russes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont capables de mener 2 grandes opérations simultanées dans le nord et à Kherson. Donc vous dites à Kharkiv et à Kherson, et ce qui est étonnant, c'est que ça n'a rien à voir. À Kherson, vous nous dites qu'il s'agit d'une manœuvre pour encercler les Russes, alors qu'à Kharkiv, ils vont très vite. Ils avancent d'une autre manière. Exactement. C'est-à-dire que là, Kherson en est plutôt presque dans une bataille de siège. Ils ont isolé toute cette tête de pont et ils font pression dessus. Ils espèrent que les forces russes vont craquer, ce qui peut arriver. Alors que dans le nord, ils ont percé le front et là, ils avancent. C'est une guerre de mouvement, une guerre tout à fait classique. Ils avancent de plusieurs kilomètres par jour. Et les Russes, eux, ont beaucoup de mal à se rétablir, à établir une ligne de défense. Avant de se projeter sur la suite, on va regarder dans le rétroviseur. Si on rembobine au début de la guerre, à quel point toutes les zones de combat ont-elles changé ? Alors, il y a 3 phases dans cette guerre. Il y a l'offensive générale russe initiale, on la voit ici, qui a réussi à occuper tout le sud du pays, une partie de la province de Luhansk dans le nord-est, et qui a échoué à s'emparer de Kiev. Donc cette phase qui dure à peu près jusqu'au mois de fin mars, tournant de mois de mars et avril, va s'achever par une grande défaite russe. Ils vont maintenir leur pression, l'occupation des zones conquises dans le sud. Ils vont échouer complètement dans la région de Kiev. Ils vont être obligés de se replier. Et on rentre dans la deuxième phase de la guerre, donc ça c'est du mois de mars au mois de juillet, où les choses vont se concentrer sur le Donbass. Donc vous voyez les villes Severodonetsk, ça c'est l'objectif premier. Entre Severodonetsk et Izium, on voit toute cette poche. Et c'est là que les Russes vont concentrer leur effort avec comme objectif affiché de s'emparer de tout le Donbass. Donbass, c'est 2 provinces, c'est celle de Luhansk et de Donetsk. Et donc pendant 3 mois, ils vont avancer, matraquer, avancer, et on les voit progresser. On voit les lignes jaunes qui avancent petit à petit. Ils vont obtenir quelques succès. Severodonetsk va être prise, la ville d'Lysychansk aussi va être prise, les forces ukrainiennes vont souffrir. Et puis on va basculer dans une 3e phase qui est celle du mois de juillet. Et là, mois de juillet, on voit bien que les Russes ont du mal à nouveau à continuer, à progresser. Et en réalité, ils ne sont plus capables de monter des opérations importantes. Pendant ce temps, les Ukrainiens, eux, montent en puissance. Leur armée se mobilise et devient de plus en plus importante. Il faut pression à Kherson et comme on l'a vu plus tard, après ils vont prendre l'initiative au début de septembre et depuis ils ne vont plus arrêter d'avancer. Michel, on va regarder des images qui nous sont parvenues il y a peu de temps en fait. Je les découvre à l'antenne. Ce sont des images à Kherson. C'est le journaliste Lou Bureau qui est en ce moment en Ukraine qui les diffuse. Et en fait, on voit plusieurs soldats russes se rendre. Alors, si je décrypte en direct, c'est un véhicule BMP-2, c'est un véhicule de transport d'infanterie russe qui se présente avec un drapeau blanc et apparemment il y a que qui est face à un groupe de combat d'infanterie ukrainien et qui va effectivement, a priori, se rendre à ces hommes. Ce sont les soldats ukrainiens qui ont filmé et qui diffusent les images. Elles racontent beaucoup de choses. Étant donné le moment où on est dans la guerre, on parle d'une offensive très rapide des Ukrainiens. On se demande si on est un tournant et les Ukrainiens nous diront peut-être tout à l'heure qu'ils pensent carrément que ça y est, la guerre a basculé. Voir ces soldats russes
qui sont en train de se rendre avec ce drapeau blanc, avec tout ce que ça implique derrière d'ailleurs. La reddition maintenant est même punie de façon beaucoup plus sévère en Russie. Ces soldats russes-là sont passibles de 10 ans de prison en Russie. S'ils sont libérés un jour, ils iront directement en prison en Russie. Ils choisissent de ne pas aller au bout du combat. Oui, alors ça c'est un signe. C'est un signe que quand les hommes commencent à se rendre, et surtout se rendre, se constituer prisonniers en masse, je dirais, c'est pas forcément le cas, hein, c'est un indice que les choses vont très mal, qu'on n'anticipe pas que du côté russe, on n'anticipe pas que les choses vont aller mieux et que ça vaut pas le coup forcément de prendre des risques pour quelque chose dont on espère on pense que ça n'aura aucune utilité. Et vous nous dites qu'il y a 25 000 soldats russes en ce moment pris en tenaille. Allons dans une des villes qui a été reprise par les Ukrainiens il y a quelques jours seulement. On va retrouver nos envoyés spéciaux. Bonsoir Nicolas Coadou, vous êtes sur place avec Thomas Boutin, Stéphanie Beaujard et Oksana Leuta. Aujourd'hui, vous êtes allé à Liman. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Nicolas, ce que vous avez vu ? Eh bien déjà Aurélie, rien que l'arrivée sur Liman est extrêmement compliquée. Il n'y a presque plus de routes, presque plus de ponts qui ont été détruits par la guerre. Il faut passer par des chemins de traverse, des chemins boueux, très difficilement praticables. Donc parfois, pour réaliser seulement une poignée de kilomètres, il faut plusieurs heures. Donc déjà, rien qu'arriver à Liman, c'est déjà un défi en soi. Une fois qu'on entre dans la ville, eh bien, ce qui est marquant, c'est que c'est presque une ville fantôme. La ville est quasiment déserte. Il y avait 30 000 habitants avant la guerre. Désormais, ils ne sont plus que 3 000. Alors certains sont morts, beaucoup sont partis se réfugier dans d'autres régions de l'Ukraine ou même vers la Russie. Ce qui est marquant également dans cette ville de Liman, eh bien, c'est l'état de destruction extrêmement avancé. Il ne reste presque plus un bâtiment qui tient debout et principalement dans le quartier de la gare où on devine que les combats ont été extrêmement violents. Alors on a pu discuter également avec les habitants de Liman qui nous confient eh bien, qu'ils n'ont plus rien, plus d'eau, plus d'électricité, plus de nourriture, plus de chauffage avec l'hiver qui arrive. Ils nous racontent également ce que c'était la vie sous l'occupation russe. Près de 6 mois d'occupation des Russes qui viennent contrôler les papiers assez régulièrement dans les maisons et qui interdisent également, c'est une anecdote qu'on a recueillie aujourd'hui, l'accès au cimetière. C'est Sacha qui nous a raconté qu'il avait perdu sa grand-mère il y a tout juste 2 semaines. Il a dû l'enterrer dans son jardin. On a pu même voir la sépulture. Dans un quartier, on nous a également raconté que les Russes pouvaient être parfois très violents. Un soldat russe qui était apparemment alcoolisé aurait tiré dans la jambe d'une habitante de Liman. Elle est grièvement blessée. Donc la ville de Liman qu'on a découverte, c'est une ville libérée, mais c'est une ville extrêmement meurtrie. Nicolas Coadou avec Stéphane Beaujard, Thomas Boutin et Oksana Leuta. Patrick Sauce, est-ce que la guerre est en train de basculer ? En tout cas, il y a une dynamique extrêmement forte pour l'Ukraine. Et vous savez qu'au-delà des cartes et des batailles ville par ville, il y a une dynamique qui doit porter une armée. La grande différence avec l'été, le début de l'été, où les dynamiques étaient russes, c'est que les Ukrainiens savent pourquoi ils se battent. Ils ont une foi, ils ont une rage, parfois une haine contre ceux qui ont occupé certaines zones avec des actes de torture, de viol, de violence, des déportations d'enfants. Le procureur général d'Ukraine avait donné d'ailleurs des données très chiffrées et extrêmement impressionnantes. Et face à ces Ukrainiens, vous avez des Russes qui ne savent toujours pas pourquoi ils font, non pas la guerre, mais une opération militaire spéciale. Et c'est pour ça que cette dynamique, elle est extrêmement forte, en tout cas au jour J et à l'instant T, si je puis dire. Et ce qui est parfaitement extraordinaire au sens propre du terme, c'est que l'Ukraine est en train de mener 2 batailles de front, alors qu'on ne les croyait pas forcément, si on est très honnête avec nous-mêmes, capables de le faire. Avoir un double front aussi large. C'est intéressant de voir aussi comment le Kremlin a réagi. Aujourd'hui, le Kremlin promet de reprendre les territoires conquis par l'Ukraine. On voit même Vladimir Poutine qui espère que les choses vont se stabiliser. Même au Kremlin, on sent un moment de flottement. Le moment de flottement a commencé au moment des procédures d'annexion, parce que c'est totalement surréaliste dans la mesure où toutes ces zones n'étaient pas conquises, où il n'y a pas de frontières finalement, alors que ce sont les frontières de la Russie. Ce n'est pas anodin. La mobilisation a été faite de manière extrêmement chaotique et Vladimir Poutine a dû le reconnaître aujourd'hui, reconnaître qu'il y a eu des erreurs. Et ce chaos qu'on a retrouvé à Moscou, c'est un peu l'écho de ce qui se passe également sur le terrain. Donc aujourd'hui, il dit qu'il espère que pouvoir stabiliser la situation et reconquérir le terrain. Mais en tout cas, ce qui s'est passé à Moscou, et là aussi c'est un tournant, c'est qu'aujourd'hui,
les Russes sont conscients de l'existence d'une guerre, alors qu'ils ne l'étaient pas toujours, surtout à Moscou, qu'ils ont peur de la mobilisation, donc qu'ils fuient. Et il y a un certain nombre de critiques qui se font désormais jour. Et justement, oui, la musique est en train de changer, Ulysse. Un haut responsable russe appelle carrément à arrêter de mentir sur les défaites en Ukraine. Je vais le citer. Les gens savent, notre peuple n'est pas stupide et il voit qu'on ne veut pas lui dire ne serait-ce qu'une partie de la vérité. Cela peut entraîner une perte de crédibilité. C'est ce que dit Andrei Kartapolov, qui est la tête du comité de défense de la Douma. Quand je dis haut responsable russe, je ne me trompe pas. Oui, c'est un ancien militaire, c'est un parlementaire. Donc il exprime ce que beaucoup de gens pensent. Et même des militaires dans l'armée ont dit à Poutine que cette offensive n'était pas une bonne idée. Poutine est aujourd'hui sous pression et ce qui marque finalement le moment présent, c'est qu'aujourd'hui, c'est la Russie qui est sur la défensive et qui essaie de ralentir la progression des Ukrainiens. Les Ukrainiens qui ont changé le cours de la guerre avec une audace incroyable. On pensait que le front allait être gelé, qu'on était en 1914, puis en 1915, puis en 1916. Et là, tout a basculé avec cette double offensive des Ukrainiens qui, évidemment, change complètement la donne et qui donne un espoir extraordinaire aux Ukrainiens de remporter la guerre, même si ce n'est pas encore la fin de la guerre. Et ce qui est marquant aussi dans cette campagne ukrainienne, c'est que ce n'est pas simplement la guerre d'une armée contre une autre armée. C'est la guerre de tout un peuple, parce que ce sont les Ukrainiens qui sont mobilisés. Les défenses patriotiques qui ont été mises au point ont joué un rôle énorme pour informer les soldats réguliers de ce qui se passait. Donc il y a eu une coopération des populations qui ont permis aux soldats d'avancer et de frapper là où il le fallait. Et puis il y a eu aussi l'armement fourni par les Occidentaux, on en parlera, mais avec cette capacité, d'abord ce courage, cette volonté, cette audace et cette foi en la victoire, eh bien, ça transforme une petite armée face à une grande armée en une armée qui peut être vainqueur de cette bataille. Je vous le disais, l'émission est interactive. Les spectateurs peuvent vous poser des questions à tout moment. Les téléspectateurs aussi. On vient de recevoir la question d'Anthony. Je vais vous l'adresser, Michel. Ça vous fera déjà 2 questions à la suite. Hein. On fait les compteurs aussi. Pourquoi n'entend-on pas parler de l'armée russe? C'est la question d'Anthony. Comment se fait-il que l'aviation russe ne soit pas plus présente dans le conflit? Alors oui, alors ça fait partie un peu des mystères de cette guerre, cette aviation russe qui est pourtant puissante, mais qui est relativement discrète. On n'a pas forcément beaucoup d'explications. Il y a une défense. Les Russes ont été incapables de détruire l'aviation ukrainienne dès le départ. Ils ont été incapables de détruire les défenses antiaériennes, les missiles sol-air. Et depuis, ils sont très embêtés. Ils n'osent pas. Les avions russes ne pénètrent pas à l'intérieur du territoire ukrainien parce que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux pour eux, en partie aussi grâce à l'aide qu'on a fournie. On a fourni énormément de missiles antiaériens dès le début de la guerre. Et donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, ils utilisent des missiles pour frapper à l'intérieur du territoire et que les avions se limitent vraiment au front. Et encore, ils sont assez timides. Donc, ce n'est pas quelque chose qui change le cours de la guerre, alors que sur le papier, ils ont une supériorité énorme en la matière. On va tout de suite retrouver le ministre ukrainien de la Défense. Bonsoir, Oleksiy Reznikov. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Votre parole est si rare et on vit un moment important de la guerre. À quel point continuez-vous à avancer sur le terrain en ce moment et jusqu'où ça va aller? Bonsoir, nos amis français. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Je remercie le gouvernement français, le président français, le peuple français pour le soutien que nous recevons de votre part, y compris en armes, en aide humanitaire. Je voudrais vous remercier également votre ministre de la Défense, M. Sébastien Lecornu, avec lequel nous travaillons de manière directe, en dialogue constant. Et je tiens à dire que les Césars français travaillent avec beaucoup de succès aujourd'hui sur le champ de bataille dans l'intérêt de l'Ukraine. Notre objectif principal est la libération totale de tous les territoires temporairement occupés avec la sortie aux frontières internationalement reconnues de l'Ukraine en 1991. Par conséquent, il s'agit de déoccuper l'ensemble des territoires temporairement occupés. Aujourd'hui, comme vous savez, nous sommes à la contre-offensive qui se déroule dans l'est de l'Ukraine, du côté de Kharkiv, du côté de Luhansk, et nous y enregistrons des grands progrès, mais aussi dans le sud du pays, du côté de Mykolaiv, Kryvyi Rih,
Et là aussi, nous voyons un progrès. Dans le sud, nous avons atteint, par exemple, la rive droite du Dniepr, Dutchane. Nous avons également libéré un endroit stratégique appelé Davydiv-Brod, alors qu'à la frontière entre les régions de Kharkiv et Lugansk, frontière administrative, il y a une ville de Liman, très importante, qui a été libérée il y a quelques jours par les forces ukrainiennes. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons déoccupé plusieurs milliers de kilomètres carrés et presque 1500 localités. Et en ce qui concerne Kherson, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir que la prise de Kherson est une question de jour ? Vous savez, je n'aime pas faire des pronostics. Comme vous savez, je suis juriste de formation, je bâtis sur les faits. C'est une guerre cruelle avec un ennemi puissant, la Fédération de Russie, qui, bien qu'ayant perdu un grand nombre de ses militaires, plus de 50 000 tués, plus de 100 000 blessés, la Fédération de Russie a encore des ressources et donc faire des pronostics, combien de temps ça prendra, jours ou de semaines, je ne le ferai pas. Mais nous sommes certains que nous avançons de manière sûre vers la libération non seulement de Kherson, mais de l'ensemble de nos villes. Ulysse Gosset a une question pour vous. Oui, Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation de l'armée russe aujourd'hui? Est-ce que l'armée russe est proche de l'effondrement ou bien vous considérez qu'il y a toujours en face de l'armée ukrainienne une armée forte qui a les moyens de faire la guerre? Et est-ce que vous pensez que dans les semaines qui viennent, on peut assister ou pas à un effondrement de l'armée russe? Je pense que l'effondrement de l'armée russe, donc pour les semaines à venir, c'est un peu prématuré, mais je tire votre attention sur le fait que depuis le mois de février de cette année, depuis donc cette guerre à grande échelle, ils ont perdu un grand nombre de leurs unités d'élite, les Marines, la garde spéciale. Aujourd'hui, ils sont tous sur le cimetière ou bien dans le sol ukrainien. La mobilisation qui est déclarée aujourd'hui, c'est probablement les premiers 150 000 qui seront jetés pour restaurer les unités qui se battent en Ukraine. Selon nos informations, ils essaient d'envoyer 90 000 nouveaux soldats et nous avons déjà des cas de reddition, donc des gens qui se rendent. Nous avons des cas lorsque un garçon qui a été appelé le 21, le 25, il a déjà été en Ukraine et il s'est rendu. Donc, nous recevons constamment sur un Telegram canal qui a été créé à cet effet donc par le département général de l'enseignement du ministère de la Défense, où on a élaboré les instructions pour ces soldats. Nous leur promettons l'immunité et un traitement en fonction de la Convention de Genève. Je pense que nous n'aurons pas seulement la chute de l'armée russe qui vit selon le régime de l'armée soviétique, mais je pense que dans un an ou deux à venir, nous verrons la chute de la Russie en tant qu'empire et vous verrez des républiques, Bashkortostan, Tatarstan, les républiques du Caucase qui vont apparaître. Voilà ce qui nous attend. Monsieur le ministre, vous avez parlé des soldats russes qui se rendent. On parle de plusieurs centaines de soldats russes qui sont prisonniers de guerre. Est-ce que vous pouvez nous confirmer combien vous avez fait de prisonniers et que vont-ils devenir ? Je ne peux pas vous dire un chiffre exact parce que ce chiffre change tous les jours, mais aujourd'hui, si on parle de reddition volontaire, de leur plein gré, nous leur donnerons la possibilité de trouver un chemin dans le monde libre si nous les prenons contre leur volonté en captivité. Donc, nous allons les traiter conformément à la Convention de Genève comme des prisonniers de guerre et ensuite nous serons prêts à les échanger contre nos prisonniers de guerre qui se trouvent aujourd'hui en Russie. Vous savez comment ça s'est passé avec nos héros de défenseurs de Mariupol et nous allons continuer à le faire. Aujourd'hui, Vladimir Poutine annexe la centrale de Zaporijia. Comment allez-vous réagir ?
Vous savez, nous sommes absolument indifférents à tout papier que signe aujourd'hui le Kremlin. Avant cela, ils ont annexé nos territoires partiellement, comme ils les ont appelés nos régions. Pour nous, ça ne nous concerne pas. Nous avançons, nous allons en contre-attaque. Je dois vous dire que nous n'avons, depuis longtemps, nous n'avons pas peur de Kremlin. Nous pouvons le résister, nous les battons. Ce n'est pas la deuxième armée du monde et nous voudrions que nos amis européens le comprennent, en prennent conscience, car il faut les arrêter. C'est le mal, c'est une armée de criminels, de violeurs, ce n'est pas une armée civilisée. Alors peut-être parfois ils font des déclarations, mais nous ne sommes pas concernés. Vous voyez comment nous libérons nos territoires et nous allons aussi libérer la centrale de Zaporijia, car cela peut constituer un danger pour le monde entier puisque la Russie se livre à un chantage nucléaire. Monsieur le ministre, aujourd'hui, vous estimez que l'Ukraine a reconquis quel pourcentage de territoire? Vous savez, on dit souvent que la Russie a environ 15% de l'Ukraine. Elle a occupé 15% de l'Ukraine. Est-ce que vous confirmez ce chiffre? Et puis, vous avez dit, nous voulons reconquérir tous nos territoires, aller jusqu'aux frontières de 1991. Est-ce que vous avez l'intention d'aller jusqu'en Crimée? Est-ce que la Crimée est aussi un objectif de guerre pour l'Ukraine? Vous avez parfaitement raison. Lorsque je parle de la libération de tous les territoires occupés en date de 91, cela veut dire que la Crimée est aussi comprise là-dedans. Donc la Crimée, la région de Donetsk et la région de Luhansk en totalité. La question est comment? Nous allons d'abord déoccuper de manière militaire tous les territoires qui ont été fraîchement occupés. Ensuite, les événements se dérouleront, à mon sens, de telle manière que le reste des territoires pourront être déoccupés, non pas de manière militaire, mais autrement, puisque l'Empire va s'effondrer et les territoires qui aujourd'hui s'appellent Fédération de Russie pourraient donc nous restituer ce territoire. Ça, c'est mon pronostic. Merci beaucoup, Alexis Reznikov, ministre de la Défense ukrainien. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. On va passer à une nouvelle question de téléspectateurs, la question de Claude, question qui a été posée sur Internet. Et il vous demande, Patrick Sauze, parce que vous allez me suivre, quelles sont les armes qui font la différence? On va regarder à la fois les armes américaines, mais aussi les armes françaises. Patrick, on commence par quoi? Alors, c'est étonnant parce que si on avait fait cette émission il y a quelques mois, je vous aurais parlé d'armes défensives qui étaient en train de faire la différence. On vous parlait notamment des missiles Stinger, Milan et tout ce qui était missiles anti-char. On est passé totalement à autre chose avec vraiment ce que l'on appelle un game changer. Alors, je vous parlais beaucoup en anglais. Il faut nous traduire aussi. C'est-à-dire le HIMARS. Il manque juste un petit R. Pourquoi? Parce que ça veut dire High Mobility Artillery Rocket System. Je vous le dis avec l'accent français. En fait, vous comprenez tout avec cette image. C'est-à-dire que l'atout majeur des Ukrainiens face à la grande lourdeur de l'armée russe, c'est sa mobilité. Pouvoir frapper très fort, précisément, sans être frappé. Avec un camion comme ça, vous pouvez lancer depuis à une cible qui est située à 80 km, avec une précision de 1 à 3 mètres, jusqu'à 6 roquettes. Alors, normalement, ce camion, il pourrait même envoyer des missiles jusqu'à 300 km, mais les Américains refusent de les donner, ces missiles, parce que ça voudrait dire que les Ukrainiens seraient un peu tentés de passer la frontière russe et de taper le sol russe. Il est hors de question. C'est ça qui fait la différence en ce moment. Vous tirez vos missiles, précision, enfin vos roquettes, précision 1 à 3 mètres, et ensuite, vous partez. Et c'est la même chose avec les canons César. Alors là, c'est l'acronyme à la française, camion équipé d'un système d'artillerie César, tout simplement. Aussi précis que l'armement américain? Il est presque aussi précis. Il est tout aussi mobile, c'est-à-dire que vous vous installez, vous tapez des coordonnées GPS et ensuite, aux alentours de 40 km, vous pouvez tirer jusqu'à 6 voire 8 coups par minute. Et c'est extrêmement précis. Là aussi, vous pouvez partir. Ensuite, on passe au drone, alors que vous avez des images
j'imagine, de ces bombardements. Vous choisissez notamment des dépôts stratégiques, du pétrole, mais aussi les ponts. Et ça, c'est très important en ce moment même dans la région de Kherson. Ensuite, vous avez les drones. Et là, pour le coup, ce sont des armes très importantes pour les deux. Depuis le début de ce conflit, vous avez les drones turcs Bayraktar TB2 qui sont utilisés par les Ukrainiens. Ils sont assez petits, très mobiles. Souvenez-vous de toutes ces images de colonnes russes qui essayaient d'avancer vers Kiev au tout début du conflit et qui se faisaient matraquer. Il n'y a pas d'autre mot. Les uns après les autres, ces chars. Et ça fonctionnait énormément pour du renseignement, mais aussi pour du bombardement. Et puis, les Russes, ils se sont dit, il nous faut aussi des drones. Ils sont passés par les Iraniens, les Shahed 136. On en a entendu parler ce matin, notamment avec cette frappe au sud de Kiev. Il y a plusieurs signaux. Un, OK, ça permet d'inquiéter les Ukrainiens qui sont très loin du front parce que ces drones iraniens, ils survolent assez bas le territoire ukrainien. Donc vous entendez ce bruit, ça fait un bruit un peu de tronçonneuse ou de scooter et ça peut permettre de faire très peur à cette population. Mais par contre, vous inscrivez des coordonnées GPS et il faut absolument que la cible soit fixe. En plus, la fiabilité n'est pas extraordinaire et voilà pourquoi les Russes permettent assez mal, disons, de viser des choses extrêmement stratégiques. Vous voulez aussi nous parler des satellites militaires. Là, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ne voit pas. On vous a donné exprès une photo assez floue de ces satellites parce qu'évidemment, toutes les images militaires, on ne les montre pas. On le sait, le renseignement américain, le renseignement français, notamment renseignement britannique, couplé à la mobilité et vraiment à l'envie d'avoir tous ces renseignements des Ukrainiens, ça fait énormément de mal aux forces russes. Le fait de savoir que vous avez de grandes colonnes qui se déplacent, quel est l'armement utilisé par les Russes, mais aussi les communications qui ne sont pas toujours cryptées, on l'a su. Des fois, c'est extrêmement facile, notamment ce vacancier qui était dans la région de Kherson-Mykolaiv, qui se filme avec un camion russe, un char russe. Bon, vous avez tout de suite ça. Et puis, on a en plus du satellite militaire, on ne sait pas, mais a priori, il y a tout de même des agents occidentaux qui sont sur place parce que le renseignement humain sert aussi. On va retourner à la table, continuer avec les différentes questions. Question d'un spectateur qui est avec nous. C'est Alexandre qui va vous la poser. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Du coup, j'ai une question concernant l'annexion des territoires ukrainiens. Qu'est-ce que cela va changer pour les régions d'Ukraine concernées? Merci. Oui, Ulysse, en fait, j'assois, mais en fait, on y retourne, on va Ulysse. vous répondre, c'est une question fondamentale, parce que la Russie considère que ce sont ses territoires. Et effectivement, aujourd'hui, depuis la semaine dernière, 4 territoires qui sont historiquement à l'Ukraine, depuis l'indépendance de 1991, ont été annexés après des référendums. Des simulacres de référendum ont été annexés par Vladimir Poutine. Et on a choisi de parler de la centrale de Zaporijia parce que là, l'info tombe aujourd'hui. Vladimir Poutine décide de l'annexer. Oui, absolument. Ce qui est absolument incroyable et totalement nouveau, c'est la première fois dans l'histoire qu'une centrale nucléaire se trouve au milieu d'un champ de bataille. Elle est là, cette centrale, Zaporijia. C'est également le nom d'un des 4 territoires annexés par la Russie. Ça a commencé par Lugansk, puis Donetsk, Zaporijia, Kherson et bien sûr la Crimée qui a déjà été annexée en 2014 et contrôlée donc par les Russes. Donc tout a changé parce qu'effectivement Poutine a renversé le cours de la guerre. Il considère maintenant que c'est la Russie qui est attaquée par les Ukrainiens alors que c'est lui qui a le premier envahi l'Ukraine. Qu'est-ce que ça change? En théorie, pas grand-chose parce qu'en réalité les Ukrainiens vont continuer la guerre comme s'il n'y avait pas eu d'annexion. Mais pour Poutine et pour les Russes, ça change quand même quelque chose. C'est leur territoire, c'est la volonté de Poutine de restaurer la Grande Russie, ce qu'on appelle Novaya Rossiya. Et ça, c'est un objectif fondamental pour Poutine. Mais vous allez me demander quelle est la frontière de ces territoires. Eh bien, en réalité, Aurélie, il n'y a pas de frontière fixe. Vous faites les questions et les réponses, c'est ça, Ulysse? Non, mais dites-moi, si je vous gêne, je peux aller me rasseoir aussi. Où est la frontière. Oui. La frontière, elle bouge tous les jours. Elle bouge tous les jours parce que les Ukrainiens continuent d'avancer. Michel Goya nous l'a démontré tout à l'heure. Il y a une offensive extraordinaire qui est en train d'être jouée aujourd'hui. Et à chaque fois que les Ukrainiens prennent un village, eh bien, la frontière bouge. Le ministre de la Défense tout à l'heure nous a dit « Nous avons pris 1500 localités ». C'est considérable. Alors les enjeux, bien sûr, c'est de prendre par exemple Kherson, cette grande ville de 300 000 habitants où il n'y en a plus que 100 000 aujourd'hui, mais qui est au cœur d'un territoire. Si les Russes perdent Kherson, quelle est l'importance stratégique? Et justement, c'est-à-dire que Kherson, ça leur ouvre quelle voie? Eh bien, c'est la voie d'Odessa.
si les Russes perdent Kherson, ils ne peuvent plus poursuivre leur offensive vers Odessa et peut-être même plus loin encore. Donc il y a vraiment une bataille absolument stratégique pour les deux armées. Les Ukrainiens ont le vent en poupe, il y a une dynamique de victoire du côté ukrainien, mais les Russes vont tout faire pour empêcher la progression des armées ukrainiennes avant l'hiver, car quand l'hiver arrivera, eh bien, toute cette partie-là sera complètement gelée avec 2-3 mètres de neige et ça sera impossible pour les chars des deux côtés d'ailleurs de progresser. Donc il y a aujourd'hui sur ces 4 territoires un enjeu à la fois politique pour Poutine et évidemment militaire. On va aller se rasseoir, Ulysse, on va rejoindre nos experts. Il y a une question qui est en train de tomber via le QR code, alors on va peut-être la découvrir ensemble. Je ne sais pas si elle va s'afficher à l'écran. Sinon, je voulais vous interroger, Michel. Ah, voilà. C'est peut-être encore pour vous. Non, ça ferait vraiment 3 questions. L'hiver est-il vraiment un obstacle pour les deux belligérants habitués aux basses températures, sachant que le 6 décembre 41 et en novembre 42, des offensives majeures ont eu lieu et des combats en février 43 sur Kharkiv? Oui. En fait, ce qui est le plus gênant, c'est la boue de ce qu'on appelle la Rasputitsa. C'est la saison des mauvaises routes, je traduis. Il y en a 2. C'est au moment des pluies qui ne devrait pas tarder, enfin c'est au mois de novembre, et dans ce cas-là, tout le sol devient boueux, et puis la deuxième, c'est au moment du dégel, et là aussi, il y a de l'eau partout, les fleuves s'agrandissent, il y a beaucoup de cours d'eau, on l'a vu un peu sur la carte, c'est très important dans cette guerre, et donc la manœuvre devient difficile. Vous avez ce sont des armées qui sont très lourdes, mais très mécanisées, et ces engins, ils ne peuvent pas aller dans des champs de boue ou sur plusieurs mètres de neige. Maintenant, effectivement, ça n'empêche pas forcément de combattre non plus. Ça ralentit les grandes manœuvres, mais ça n'empêche pas de combattre en ville. Par exemple, bataille de Stalingrad, c'est faite en plein hiver, et c'est sous la neige. Et quand le sol, justement, est gelé, ça rétablit un petit peu la possibilité de manœuvrer. Donc, les opérations ne sont jamais arrêtées, mais elles sont quand même forcément ralenties. On comprend bien en tout cas que la perspective de l'hiver explique l'accélération sur le terrain aujourd'hui. Sylvie, ça semble assez fou tel que c'est raconté, mais si les Russes sont partis aussi tard de Liman, c'est parce que Vladimir Poutine voulait faire vraiment son grand discours vendredi et c'est ce qui importait le plus. Ça peut lui coûter cher ou pas, de savoir qu'il a préféré sacrifier des soldats juste pour avoir son heure de gloire vendredi? Alors, je crois que tout le monde le savait que Liman était encerclé et allait tomber juste après les déclarations d'annexion. C'est pas ça qui va lui coûter cher. En réalité, c'est toute la conduite de cette guerre qui est de plus en plus critiquée, et de même que la raison d'être. Ça viendra plus tard. Ce n'est pas encore le cas parce qu'il a beaucoup de soutien dans le pays. Mais effectivement, la conduite de la guerre est assez erratique et avec effectivement une fuite en avant permanente, puisque cette annexion, c'est une fuite en avant, puisqu'encore une fois, ils ne contrôlaient pas le territoire et ils continuent à perdre du territoire conquis. Jusqu'où iront les Ukrainiens? On voit la Crimée et on sait à quel point ils y tiennent. Est-ce que c'est une histoire de semaine? Le ministre vous a répondu. Oui. Voilà, ils iront jusqu'aux frontières de 1991. Mais quand? En tout cas, ils tenteront d'y aller. Alors, non, je ne peux pas vous donner de date, ni même encore moins d'heure. Est-ce que vous-même, vous êtes surpris par la rapidité des événements? En fait, on est surpris par le fait que ce qui semblait être une contre-attaque, simplement, avec l'espoir d'ouvrir quelques brèches du côté de Kherson, se soit vraiment transformé, comme les Ukrainiens nous le promettaient, mais on le voyait avec un peu de circonspection vraiment à la rentrée, toute fin août et début septembre. Et cette vaguelette s'est agrandie pour devenir une immense vague qui va peut-être se fracasser contre la forteresse de Kherson. On n'y est pas encore, hein, Kherson. On est à 60-70 km de cette ville. Il y a peut-être 3 ou 4 lignes de défense russes qui ont été enfoncées. Mais les Russes, ils sont encore bien là et ils ont eu le temps vraiment de s'installer à Kherson. La vraie question, c'est si Kherson tombe et quand Kherson tombera. Oui. Alors après, la route, effectivement, elle va jusqu'en Crimée. Et avec quelles conséquences? Parce que si les Ukrainiens avancent en Crimée, pour le coup, la guerre change complètement. La réponse des Russes pourrait être terrible. Oui, parce que pour les Russes, la Crimée, c'est encore plus important que le Donbass. Il y a une raison fondamentale, c'est qu'en Crimée, il y a Sébastopol, c'est un port très connu, et c'est surtout le siège de l'amirauté de la marine russe. Donc Poutine ne peut pas envisager que ses croiseurs, ses destroyers, etc., ne puissent pas accoster dans ce port de Sébastopol. Donc c'est là, effectivement, je ne dirais pas que c'est une déclaration de guerre, puisque la guerre a déjà eu lieu, mais disons que c'est une provocation du point de vue russe encore plus importante. Donc ça entraînera inévitablement
une très forte réaction de Vladimir Poutine. On voit que la guerre n'est pas terminée, mais quand vous demandiez est-ce qu'on a été surpris, mais le monde entier a été surpris par ce qui s'est passé. On a été surpris par le fait que Kiev ne soit pas tombé aux mains des Russes en quelques jours. Même les Américains ont été surpris. On a été surpris par la contre-offensive des Ukrainiens. Et donc, il faut s'attendre à d'autres surprises. Mais le ministre de la Défense, tout à l'heure, a dit une chose. On va militairement continuer notre progression. Il a parlé de quelques semaines pour vraiment prendre une grande ville comme Kherson. Après, il compte sur, je dirais, une avancée avec les populations locales. C'est-à-dire qu'il pense que le retournement de la guerre pourrait faire qu'on ne sera plus à même de combattre, mais qu'on pourra de toute façon retrouver ces territoires avec le cours de l'histoire. Oui, Sylvie, pourquoi c'est si important pour Vladimir Poutine? Parce que la Crimée lui a valu, enfin l'annexion de la Crimée lui a valu un regain de popularité extraordinaire à ce moment-là. Même Mikhaïl Gorbatchev, qui était critique de l'aventurisme militaire, avait applaudi. Or, en annexant Kherson et Zaporijjia, en réalité, il fragilise la Crimée. Parce que jusque-là, les Ukrainiens évitaient d'y toucher. Il y a certes eu une ou deux opérations de sabotage, mais ils comprenaient que la Crimée avait un statut spécial. Et il y avait d'ailleurs même un moment où Volodymyr Zelensky avait envisagé, donc au moment où il risquait de perdre la guerre, qu'il y ait une discussion avec un gel de 15 ans avant de décider quel serait le statut de la Crimée. Or là, il l'affaiblit en la mettant au milieu de territoires pas réellement conquis et qu'il risque de reperdre. On se souvient de la phrase de Zelensky qui dit « Tout a commencé avec la Crimée et tout se finira avec la Crimée » et il l'a prononcé en août dernier. Michel, il y a 4 scénarios possibles de la guerre. Ou l'effondrement de l'armée russe, ou la reconquête progressive par l'Ukraine, ou le statu quo. 4e scénario, l'escalade nucléaire. Est-ce qu'il y en a un qui se dégage, selon vous, davantage? Écoutez, la tendance actuelle, c'est celle de sorte de martelage du front. Ulysse parlait de la Première Guerre mondiale. On est en 1918, d'une certaine façon. Et les Ukrainiens à la place des Alliés, et qui avancent, qui progressent, qui martèlent le front, jusqu'au moment où peut-être il y aura un effondrement. On ne peut pas l'exclure. On ne peut pas exclure que d'un seul coup, les prisonniers russes se rendent en masse, qu'il n'y ait plus de défense organisée et que les Ukrainiens progressent comme ils veulent assez rapidement. On ne peut pas l'exclure. Ça, effectivement, c'est une hypothèse. La deuxième, c'est que finalement, ils finissent par s'arrêter du fait de la météo, du fait des renforts russes, malgré tout, même si on peut douter de leur valeur, de leur qualité, mais bon, on ne sait jamais. C'est le scénario que cherchent actuellement les Russes. C'est arriver à arrêter les forces. Et puis, il y a, effectivement, le scénario, c'est où rien ne marche du côté russe, où les Russes ont utilisé toutes leurs cartes et il n'y a plus rien qui fonctionne. Et ils se retrouvent à, effectivement, être menacés dans ce qui est pour eux véritablement la Russie, c'est-à-dire concrètement la Crimée. On n'imagine pas une seconde les Ukrainiens pénétrer dans la Russie, aller vers Belgorod ou en direction de Moscou. Ça, c'est totalement exclu. Par contre, oui, il y a le cas très particulier de la Crimée. Et là, évidemment, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, qui est l'emploi éventuel d'une arme nucléaire, mais qui pose énormément de problèmes. On sait que c'est une carte maudite, c'est-à-dire que celui qui utilisera l'arme nucléaire, si les Russes utilisent l'arme nucléaire, ils se mettront au banc des nations, un pays comme la Chine. Vous dites qu'en fait, pour la Russie, ça peut être vu comme une menace contre son existence, le fait d'envahir la Crimée. Plus que le Donbass. Oui, oui, tous les territoires annexés qui sont officiellement tous russes, en réalité, ils n'ont pas tous la même valeur. C'est le Donbass plus que la région de Kherson. D'ailleurs, les Ukrainiens pénètrent dans ces territoires et ça ne suscite pas la foudre nucléaire. Ils vont pénétrer dans le territoire de Luhansk très probablement. Ils sont à Kherson. Bon, il n'y a pas de réaction particulière de la Russie. Il n'y a pas d'escalade, ce que je veux dire, à part la mobilisation. Donc, est-ce que la Crimée peut être considérée comme quelque chose d'existentiel pour la Russie ou pour Poutine ? Il faut distinguer un peu les choses. Le sort personnel aussi de Poutine joue quand même dans l'équation, pouvant justifier de l'emploi d'une arme nucléaire afin de sidérer un petit peu tous les acteurs. Ça reste quand même extrêmement problématique, ou du moins à ce jour.
et parce que ça pose énormément de problèmes et ça susciterait énormément de réactions, y compris des réactions militaires, certainement, de la part de l'OTAN. Et donc, pour l'instant, c'est quand même quelque chose d'extrêmement peu probable. Et ça nous mène à cette question qui est posée via le QR code. Je le rappelle, vous pouvez nous poser vos questions via le QR code de BFM TV. Martoni qui nous demande, est-ce que les Russes reculent intentionnellement ? Est-ce que l'armée russe reculerait intentionnellement pour mener une contre-offensive plus vaste et plus forte? Est-ce qu'on ne voit pas le coup d'après, en gros? Écoutez, non. Les Russes ont admis d'ailleurs, non pas leur retraite, mais un changement de stratégie pour repositionner leurs forces. Alors oui, il y a d'une certaine façon une volonté de ne pas affronter l'ennemi quand on est quasiment certain de ne pas pouvoir gagner et d'aller se repositionner ailleurs. Mais dans la ville de Liman, qui a été reconquise par les Ukrainiens il y a quelques jours à peine, clairement, c'était une menace de déroute qui a fait que les Russes sont partis en pleine débandade. Vous savez, on a retrouvé des soldats russes qui se sont rendus, qui avaient non pas des chaussures de militaires, mais des flip-flops, des sandales en plein champ de bataille. C'est dire la désorganisation et l'absence de dispositifs de logistique suffisants pour entretenir l'armée. Ils n'ont pas assez de vivres, pas assez de munitions, pas assez d'armes. On a vu cette scène incroyable où il y avait 2 soldats russes qui n'avaient qu'une seule arme pour 2. Donc c'est dire qu'il y a des anecdotes comme ça qui révèlent le désarroi de certains soldats qui, effectivement, à un certain moment, décident de partir. Ce qui est intéressant, c'est que Poutine avait dit « vous restez à Liman ». Pourquoi? Parce que c'était le jour N'hésitez du pas à faire discours. des réponses rapides, Ulysse. C'était le jour du discours sur la place rouge. Et pourtant, les soldats sont partis. Ah, ça vous a coupé la chic tout de suite. Allez, trouver le moyen. Bon, autre question de Frédéric qui dit, et ça revient souvent en fait, c'est une question récurrente. Quelles pourraient être les réponses de l'OTAN et notamment des États-Unis si Poutine utilisait l'arme nucléaire sur l'Ukraine? Qui veut répondre? Sylvie? Oui, ce qui a été indiqué par les Américains, très clairement aux Russes, c'est qu'il y aurait une réponse extrêmement forte et destructrice pour l'armée russe. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on utiliserait l'arme nucléaire. La réponse serait conventionnelle, ce qui correspond à notre doctrine, mais on frapperait très fort, c'est-à-dire a priori l'ensemble des forces russes en Ukraine. Il n'y a pas de vainqueur à une guerre nucléaire, c'est ce que répète le président américain. Oui, et c'est ce que pourrait peut-être répéter aussi Vladimir Poutine. Pour l'instant, ça reste un tabou. Tant que l'arme nucléaire n'a pas été utilisée, ça reste un tabou. Il le sait, Vladimir Poutine. Il n'a pas écouté David Petrus, qui est en fait l'ancien patron de la CIA, et qui a justement annoncé ce que vient de dire Sylvie, c'est-à-dire que la possibilité de détruire toutes les forces stratégiques des Russes sans forcément passer par l'arme nucléaire. Mais on passerait vraiment, je le rappelle, la dernière utilisation, c'est le 9 août 1945 à Nagasaki. Et c'est resté depuis, et même au plus fort de la guerre froide, un immense tabou. Et encore une fois, il y a beaucoup de débats sur l'utilisation d'une arme tactique ou stratégique. Je ne crois pas qu'il y ait de petit ou de grand nucléaire. Il y a le nucléaire. Et effectivement, c'est un aller sans retour que d'utiliser cette frappe, même pour... en fait, finalement, la menace et la dissuasion nucléaire suffit là, clairement. Alors, elle va de moins en moins suffire parce qu'on voit que les Ukrainiens sont en train d'entrer dans des territoires qui sont annexés, des territoires totalement flous, mais la menace va rester jusqu'au bout. On parlera du nucléaire plus en profondeur dans la deuxième partie de l'émission. Qui décide vraiment? Est-ce que certains pourraient désobéir à l'ordre de Vladimir Poutine s'il lançait une frappe nucléaire? On en parle dans un instant. Et puis, notre invité dans quelques minutes, Alexander Makogonov, le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, va nous rejoindre. Interview en direct. À tout de suite. Allegoria Forte, la nouvelle collection intense. Guerlain. La voiture est prête. On prend la mienne. C'est pas mon genre. Ah, décapotable. Alors, je suis électrisé. Nouvelle Fiat 500 Red, des 159 € par mois sans condition de reprise. Déjà plus de 80% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous?
Une journée qui se passe mal, c'est une succession d'imprévus. Et ce qui permet de faire face à ça, c'est des processus efficaces et des personnes qui les maîtrisent. Dans ces processus, il y a l'ERP qui est au centre de tout. Comme Adrien, les clients de Sage font avancer leur entreprise grâce à notre ERP. Sage, votre business, simple et fluide. Pour ceux qui ne s'arrêtent jamais. Nouvelle utilitaire Renault Kangoo Van E-Tech 100% électrique, meilleure autonomie de sa catégorie, à découvrir pendant les jours Pro Plus du 3 au 12 octobre. Voilà à quoi je rêve, voilà ah oui sans trêve, voilà à quoi je rêve sans trêve. Galeries Lafayette, le grand magasin de tous. Aujourd'hui, j'ai envie de blanc, pur. Ou alors du bleu, oui, la mer avec toi. Ou peut-être du jaune, la joie. Ou alors violet, mystique de toi. Ou bien le rose, amoureuse de toi. Et si j'essayais le rouge, passion de toi? Finalement, c'est le noir que je veux, fatal avec toi. Mauboussin, so urgent. Expérience électrique activée. Le meilleur de l'hybride devient une réalité. Rencontrez-le pour de vrai. Coup de cœur imminent. Pendant les moments Meet My Ford, rencontrez le Kuga hybride 85 ou hybride rechargeable à partir de 379 € par mois. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. Voici le nouveau projet d'Eric. Et avec la fibre, il l'envoie en un instant. Ce sont les plans d'un bâtiment pour sa prochaine commande. Lucie, sa cliente, a reçu les fichiers en toute sécurité et... c'est validé. Une fois sa start-up installée, Mehdi a pu travailler avec son équipe sur place et à distance pour développer à son tour son nouveau projet. TPE, PME, avec les solutions SFR Business, développez l'agilité de votre entreprise et boostez votre activité. Casting 50 ans, feu vert. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, rallume. Joyeux anniversaire! Hey, 50 ans, ça se fête! Fais péter ta roue, Peter Pan! Et voilà. Par contre, on n'a pas de cadeau, hein. Pas besoin. Cette année, c'est moi qui fais les cadeaux. Hein? Les cadeaux aux clients? Il est fou, ce matou. Et qui va te remplacer? Ah bah ce sera pas la mousse. Chez Feu Vert, cet hiver, c'est les promos qui tombent du ciel. Profitez de 40% de remise immédiate sur les chaussettes à neige marque Polaire, conforme loi montagne. Feu Vert, rien ne remplace l'expert. Si vous n'êtes pas du genre à filer des coups de main, que faire de la place aux autres, c'est vraiment pas votre truc. Que leur confort vous apporte peu. Et qu'aider les autres n'est pas dans vos habitudes. Soyons honnêtes, cette voiture n'est vraiment pas faite pour vous. Nouveau Citroën C5 Aircross hybride rechargeable est à partir de 449 € par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. Portes ouvertes du 14 au 17 octobre. Chez Ixina, faire des cuisines pour tous, c'est s'adapter à tous les budgets. Et en faire pour chacun, c'est vous les garantir 10 ans. Des cuisines pour tous, mais surtout pour chacun. Ixina, oui à vos rêves. Moi, c'est Léo Dupin. Et là, c'est la base secrète des Dupin. Ah, ça, c'est Louis, mon allié pour optimiser la base. Hey, ça va, Léo? On peut toujours compter sur lui. La boutique du menuisier, fenêtres, portes, volets. Renault, numéro 1
boom des ventes électriques en France. Nouvelle Renault Mégane E-Tech 100% électrique à découvrir pendant les journées portes ouvertes du 13 au 17 octobre. Il est bientôt 22h. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'expresso avec des Longhi. Notre émission spéciale continue sur BFM TV avec toujours cette question centrale. Vladimir Poutine va-t-il perdre la guerre? Les questions des téléspectateurs et des spectateurs même, ceux qui sont avec nous dans la salle dans un instant. Sylvie Berman est restée avec nous, Ulysse Gosset également. Nous sommes rejoints par Thierry Arnaud. Bonsoir Thierry. Bonsoir Aurélie. Et le général Jérôme Pellistrandi. Bonsoir mon général. Aurélie. La question qui vient nous vous est posée par René. Bonsoir René, on vous écoute. Bonsoir. Que peut-on dire de l'état d'esprit de Vladimir Poutine? Est-il vraiment, comment dire... fragilisé, c'est ça? Oui, fragilisé. Oui. Disons fragilisé, oui. Est-ce qu'il est vraiment fragilisé, Thierry? Je vous pose la question. Son état d'esprit est un état d'esprit combatif. On voit bien la réalité du terrain telle qu'elle a été décrite depuis une heure maintenant dans cette émission est parfaitement claire. Elle n'échappe à personne, y compris à Vladimir Poutine. Donc, comment faire pour reprendre l'initiative, reprendre la main? C'est toute la séquence à laquelle on a assisté depuis une dizaine de jours maintenant, avec la mobilisation qu'il va falloir déployer sur le terrain, mais surtout cette offensive diplomatico-politico-médiatique, l'organisation de ces pseudo-référendums, et puis la grande victoire annoncée vendredi, et puis ce discours qui finalement nous répond à la question posée par René, et qui nous décrit très bien l'état d'esprit de Vladimir Poutine. Je vous propose d'en écouter un petit extrait. В намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России. Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас в колонии. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов. Это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию. Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россия, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Et donc, il nous dit trois choses, au fond, Vladimir Poutine. Il nous dit d'abord, on voit bien pourquoi pour lui, ça ne peut ne pas être acceptable, même supportable sans doute, d'aller devant le monde entier dire « je suis en train de perdre face à l'Ukraine ». Donc il dit, et il parle très peu de l'Ukraine finalement dans ce discours qui dure une quarantaine de minutes, il dit « mon adversaire, c'est l'Occident ». L'Occident qui décrit de manière extraordinairement violente, hein, on vient de l'entendre, un Occident qui colonise, qui pille, qui veut réduire le reste du monde à l'esclavage. Et donc, deuxième chose, il nous dit « moi, je me dresse en rempart contre cette volonté de domination mondiale et d'assujettissement du reste du monde par l'Occident ». Selon lui, on incarne la décadence, en fait. Pire, on incarne Satan, comme voilà, on incarne la destruction, la décadence, bref, de tout ce qui constitue, à ses yeux, la valeur de la civilisation russe. Et puis, le dernier point, qui est évidemment essentiel à ses yeux, c'est qu'il mène un combat pour la Russie. Il répète qu'à ses yeux, la destruction de l'Union soviétique a été une catastrophe nationale. Et toute la fin de son discours est consacrée à nous dire ça. Et il termine en disant « je me bats pour la grande Russie historique ». Il accuse l'Occident de coloniser et pourtant on a l'impression que la guerre coloniale, c'est lui qui la mène. Oui, tout à fait, mais il y a souvent une inversion des discours. C'est ce qu'on connaît dans le livre d'Orwell, 1984. Mais c'est une tendance très profonde en Russie. Il y a toujours un complexe obsidional et le sentiment d'être persécuté et d'être attaqué par l'étranger. Et là, c'est une référence directe à la Deuxième Guerre mondiale aussi, parce que c'est la Russie qui se défend contre, alors soit ce qu'ils appellent les ukro-nazis et le Satan occidental, cet Occident collectif, c'est-à-dire, c'est le terme qu'il a employé en russe, c'est l'Occident dirigé par les États-Unis qui veulent la perte de la Russie. Et ce n'est pas tellement l'Union soviétique, c'est vraiment la Russie,
le monde russe, parce qu'on oublie souvent la deuxième partie de la phrase. Quand Poutine dit la dislocation de l'URSS, c'est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, parce qu'il y a des millions de Russes qui sont en dehors de la Russie. Et c'est ce qui justifie à ses yeux son action aujourd'hui contre le Donbass et le sud de l'Ukraine. C'est-à-dire quoi la ligne obsidionale C'est le sentiment d'être assiégé par d'autres pays et la plupart des pays qui sont autour de la Russie. Il y a une histoire qui a été d'attaque de la Pologne, de la Suède, mais c'est quelque chose qui est constant dans l'esprit des tsars, pas uniquement du temps de l'Union soviétique et aujourd'hui de Vladimir Poutine, qui veut prendre la succession des tsars, y compris rouges, comme Staline, qui a été réhabilité. Jérôme Pellistrandi, diriez-vous qu'il est au dos au mur aujourd'hui ? Alors, sur le plan militaire, il est confronté à de très grosses difficultés et pour lequel, visiblement, son état-major n'arrive pas à lui proposer des solutions. D'où ces discours qui sont de plus en plus enflammés, de plus en plus violents, et bien sûr le fait de reporter la responsabilité de ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est la Russie qui est assiégée, c'est la Russie qui se défend. Et donc, on voit bien qu'il doit à tout prix fédérer le peuple russe pour trouver une porte de sortie, puisque militairement, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Écoutons ce qu'en pense le patron de la CIA, William Burns, qui dit de se méfier d'un Poutine qui se sentirait acculé. Un Poutine acculé, un Poutine qui se sent dos au mur, peut être dangereux et imprudent. Et nous avons vu les hypothèses erronées qu'il a faites avant la guerre. Je pense qu'il fonde maintenant son approche sur des hypothèses tout aussi erronées, où il pense pouvoir tenir tête aux Ukrainiens, aux États-Unis et à l'Occident. Oui, se méfier d'un Poutine qui serait dos au mur, parce qu'on n'a pas idée de ce qu'il pourrait faire. Vous partagez cette analyse ou pas ? Clairement, les Américains sont inquiets, parce que quelles sont les alternatives pour Poutine ? Il ne peut pas perdre. S'il perd, il perd la guerre, mais surtout, il perd le pouvoir, et il peut même perdre la vie. Il peut être écarté physiquement du pouvoir. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais s'il est acculé, effectivement, que peut-il faire ? Est-ce qu'il va utiliser des armes inconnues aujourd'hui, enfin depuis Hiroshima et Nagasaki ? Ce qui est certain, c'est que pour répondre à la question de notre invité ce soir, Poutine, il est sous pression. C'est un chef de guerre qui voit que peu à peu son rêve s'effrite, il subit des revers permanents, si j'ose dire, et en même temps, il a bien compris qu'il ne pouvait pas reculer. Donc, il ne doit pas bien dormir le soir, je dirais, Vladimir Poutine. Et il ne dormira pas bien tant que la guerre ne sera pas terminée à son profit. Mais on a l'impression aujourd'hui qu'il joue non seulement sa vie, son pouvoir et le destin de la Russie. Ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Et c'est la première fois. Il est quand même au pouvoir depuis 22 ans. Il y a bien des leaders politiques en Occident ou ailleurs qui aimeraient avoir une telle longévité. Mais pour la première fois depuis 22 ans, l'histoire se retourne contre lui. Et pourquoi ? Parce qu'il s'est lancé dans une aventure complètement folle. Vous dites, il joue sa vie, son pouvoir et le destin de la Russie. On en parle tout de suite avec notre invité qui va nous rejoindre. Bonsoir Alexander Makogonov. Vous pouvez venir autour de la table. Vous êtes porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Merci de nous rejoindre. Vous reculez en Ukraine. Les responsables russes le reconnaissent eux-mêmes. On l'a vu déjà dans les cartes lors du briefing du ministère de la Défense. Le chef de l'occupation russe de Kherson, Vladimir Salto, admet une percée ukrainienne et notamment la perte du village de Doutchani. Est-ce qu'on peut au moins s'accorder sur ce constat ? L'armée russe recule. Mais écoutez, même si l'armée russe recule, ça ne veut rien dire du tout, parce que, vous savez, dans la tactique militaire, parfois les reculs, ça permet d'épargner les troupes, ça permet de les épargner pour d'autres missions, pour se réorganiser, pour se concentrer et pour organiser une contre-offensive. Donc là, percevoir ces petites victoires de l'armée ukrainienne comme une raison de jubilation, ce serait prématuré. Donc là, vous dites que vous préparez une contre-offensive. C'est un recul, oui, mais un recul stratégique. Je veux dire, en général, dans la tactique militaire, le recul, ça ne veut rien dire du tout. Ça peut être le recul aujourd'hui, mais une contre-offensive déjà demain. Donc factuellement, vous perdez du terrain. C'est ce que vous nous dites. Je ne suis pas militaire, je suis pas sur le terrain, mais bon, même si on perd aujourd'hui du terrain, quelques kilomètres carrés, quelques dizaines de kilomètres carrés, j'en sais rien, ça ne veut rien dire du tout parce que déjà demain, la situation peut complètement changer. Si ce n'est pas demain, après-demain, peut-être dans une semaine. À l'instant T, elle n'est pas en votre faveur. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a écrit à l'écran. Vladimir Poutine est un tsar qui vacille. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Tout d'abord, ce n'est pas un tsar, c'est un président. Et ce n'est pas une personne qui
qui produit une impression de quelqu'un qui peut vaciller, qui peut être en panique ou quoi que ce soit. Alexander Nakogonov, il y a une prise de parole très importante aujourd'hui d'un haut responsable russe, on en parlait tout à l'heure, qui vous appelle à ne plus mentir. On a l'impression qu'il vous parle, en fait, par écran interposé. Les gens savent, notre peuple n'est pas stupide et il voit qu'on ne veut pas lui dire ne serait-ce qu'une partie de la vérité. Cela peut entraîner une perte de crédibilité. C'est Andrei Kartapolov, à la tête du comité de défense de la Douma, qui vous dit ça. Vous répondez quoi? Vous savez, c'est un ancien militaire qui a servi dans l'armée toute sa vie. C'est un ancien vice-ministre de la Défense. Je peux imaginer qu'il s'y connaît un petit peu. Il s'inquiète aussi pour les succès, pour les situations sur le terrain, pour les succès de nos troupes. Et là, pour le recul, vous voulez dire? Il appelle pour le recul. Bon. En tout cas, ce qu'il dit, je peux imaginer, je peux vous déchiffrer sa logique. Il appelle en quelque sens le commandement des forces armées russes d'avoir le courage de reconnaître ses erreurs, tout simplement pour les corriger et pour ne pas les commettre de nouveau. Donc il a raison, il y a eu des erreurs. Vous avez l'air de comprendre très bien ce qu'il dit. Si on recule, on peut imaginer bien sûr qu'il y a des erreurs dans le commandement. Mais vous savez, dans les conflits, dans les guerres, dans les affrontements militaires, les erreurs, c'est une chose, disons, normale. Tu ne peux pas tout prévoir pour chaque seconde. Elles peuvent vous coûter cher, ces erreurs. Mais coûter cher, mais... Ça coûte cher surtout sur le plan humain, s'il s'agit des pertes humaines. Mais je vous dis, les petits reculs aujourd'hui, ça ne veut rien dire du tout, parce que là, ça peut se transformer en une avancée, en une contre-offensive déjà demain. Il va y avoir du changement dans le commandement militaire? J'en sais rien. Mais vous l'espérez? Oui, la Russie a annexé quoi exactement? Parce qu'on attend toujours de savoir quelles sont précisément les frontières de ces territoires que vous reconnaissez comme russes. Est-ce que ce sont les frontières de ces 4 régions telles qu'on les connaît, telles qu'elles sont tracées sur ces cartes dans leur intégralité? Est-ce que c'est les frontières de ces parties de territoire qui sont occupées par la Russie? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un aspect étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire, à annoncer qu'on annexe des territoires dont manifestement on n'a pas le contrôle? Tout d'abord, la Russie n'a rien annexé. Elle a rattaché les territoires suite au référendum, suite à l'expression suprême de la démocratie, qui étaient les référendums qui étaient organisés selon toutes les normes, tous les codes du droit international. Qu'est-ce que ça vaut un référendum en temps de guerre alors qu'il y a des bombardements? Exactement. Ça vaut beaucoup parce qu'en l'occurrence, il s'agit non seulement d'une procédure démocratique, il s'agit d'une survie de la population. C'est pas une simulacre de démocratie? Non, c'est pas une simulacre de démocratie, je vous répète. Même quand la majeure partie de la population est partie. Qui habitent dans ces régions-là. Mais la majeure partie de la population de la région est partie. Exactement. Donc, on n'en sait rien si c'est majeure partie ou pas majeure partie, mais les gens qui sont partis, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont partis librement, qui ont choisi l'Ukraine. Donc là, les gens qui ont choisi de rester dans ces régions-là, ils voient le futur, ils s'associent à la Russie. Mais les frontières ne sont pas claires. Est-ce que vous allez faire un nouveau référendum demain pour demander aux habitants de fixer eux-mêmes les frontières? Franchement, on est perdu. Oui, les frontières ne sont pas claires pour le moment. Vous voyez, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Donc là, c'est difficile de dire quelles frontières. Mais bon, apparemment, les territoires qui étaient rattachés, donc là, ils étaient rattachés dans les frontières contrôlées pour le moment du rattachement par les administrations russes. Vous êtes allé trop vite. Vous avez annexé des territoires alors que vous battez en retraite dans ces territoires. On parle de Liman, on parle de ce qui se passe en ce moment à Kherson. Oui, donc vous êtes allé trop vite. Vous êtes allé trop vite. On n'est pas en mesure de geler la situation. Non, vous savez, vous dites vous êtes allé trop vite. Mais comment on peut attendre si les gens qui habitent sur ces territoires-là, ils subissent les bombardements ukrainiens chaque jour. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Des enfants, des femmes, des vieux, etc., sous les bombardements ukrainiens. Comment vous voulez que ces gens reviennent dans l'Ukraine? Comment vous voulez qu'ils ne votent pas au référendum? Il y en a aussi beaucoup qui meurent sous les bombardements russes. On parle de dizaines de milliers de morts, 20 000 à Mariupol. Et aujourd'hui, le porte-parole, le ministre de la Défense ukrainien a dit qu'il y avait côté russe 50 000 morts dans l'armée, 100 000 blessés. Côté ukrainien, il y a également des victimes. On est quand même surpris. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes d'accord pour qu'il faille dire la vérité. C'est ce qu'a dit un parlement. Donc, si on dit la vérité, la Russie est en guerre aujourd'hui contre l'Ukraine? Non, la Russie n'est pas en guerre contre l'Ukraine. On n'a jamais dit qu'on était en guerre contre l'Ukraine. Mais quand il y a des bombardements, c'est pas la guerre? On n'est pas ni en guerre contre l'Ukraine, ni en guerre contre le peuple ukrainien. Vous avez employé le mot guerre tout à l'heure. On est en guerre contre ceux qui ont pris l'Ukraine en otage. Vous avez parlé de guerre tout à l'heure. Attendez, vous avez dit nous sommes en guerre contre qui? Mais contre ceux qui ont pris l'Ukraine en otage, contre le régime de Kiev. Le régime
ultranationaliste. Mais donc il y a une guerre qui est déclarée contre l'Ukraine. Ouvertement russophobe, qui a transformé, à l'aide de ses sponsors occidentaux, qui a transformé l'Ukraine en tête de pont contre la Russie, en une menace constante pour la Russie. Donc là, les objectifs de l'opération militaire restent toujours les mêmes. C'est éliminer cette menace qui provient du territoire. Mais pourquoi vous ne parlez pas de guerre? Jouons carte sur table. Non, mais la guerre, c'est une notion très globale. C'est les États contre les États. Vous voyez, c'est les armées contre les armées. C'est le cas. C'est l'armée russe contre l'armée ukrainienne. Personne n'a déclaré la guerre à personne. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas vraiment inventer des choses qui n'existent pas. Alors vous savez ce qui fait peur aujourd'hui aux Européens, c'est l'arme nucléaire. Oui. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous dire, Vladimir Poutine ne va pas utiliser l'arme nucléaire, ou bien est-ce qu'au contraire, il y a une menace nucléaire qui pèse sur l'Ukraine et sur l'Europe? C'est surtout ces spéculations diffusées et relayées par les médias occidentaux, y compris par les... C'est agité par Vladimir Poutine lui-même, quand même. Non, non. Vous voulez que je le cite? Ça, c'est... Alors je vais le citer. Il s'agit d'une interprétation erronée des propos. Laissez-moi le citer, comme ça on pourra arbitrer. Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir utilisé des armes nucléaires à 2 reprises, détruisant les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Et ils ont créé un précédent. Un précédent, ça veut dire que ça peut vous autoriser à utiliser l'arme nucléaire demain. Ils peuvent répéter la même expérience eux-mêmes. Et vous? Pas nous. Pas nous. Il n'a jamais dit ça. Jamais. La seule chose qu'il répète, c'est un avertissement comme quoi la Russie est prête à utiliser tous les moyens en sa disposition pour se défendre. Pour se défendre. Ça, c'est le mot-clé. Il n'y a aucune menace nucléaire. Et quand, dès les premières semaines du conflit, il demande aux responsables des forces nucléaires de se mobiliser, de tenir prêt, qu'est-ce que ça veut dire? Mais écoutez, quand on entend de la part de certains dirigeants occidentaux les allusions comme quoi l'arme nucléaire, l'utilisation de l'arme nucléaire n'est pas exclue, on doit... Donc c'est une posture purement défensive, c'est ça que vous dites? C'est notre doctrine militaire sur le plan nucléaire est purement défensif. Donc ce soir, vous nous dites, Vladimir Poutine et la Russie n'ont pas du tout l'intention d'utiliser l'arme nucléaire en Ukraine. Pas du tout, personne ne l'a jamais dit. Pas du tout. Oui, mais s'il se sent acculé, s'il se dit qu'il n'a pas d'autre option, est-ce qu'à ce moment-là, il peut appuyer sur le bouton? C'est la question que tout le monde se pose. Mais pourquoi on doit appuyer sur le bouton? C'est ça la question. Moi, je vous pose cette question. Pourquoi? Qu'est-ce qui doit nous contraindre à le faire là? Quel genre d'événement? Quel genre de situation? Je vous prends un exemple. Si les Ukrainiens arrivent jusqu'en Crimée et qu'ils reconquièrent la Crimée, est-ce que c'est une situation qui pourrait déclencher de la part de Vladimir Poutine une réaction extrêmement forte et brutale qui pourrait inclure l'arme nucléaire? Oui, attendez. Là, maintenant, vous êtes en train de modeler les situations qui... Ce soir, on avait mis de la défense ukrainien qui nous a dit notre objectif, c'est de retourner aux frontières de l'indépendance en 91 jusqu'en Crimée. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'ils essayent, hein. Qu'ils essayent. C'est pas si facile qu'ils le pensent. Hein. C'est quand même, il y a nos militaires sur place et les tentatives de le faire, ça peut coûter cher, tout simplement, aux troupes ukrainiennes. C'est pas facile. Il peut faire toutes sortes de déclarations, mais comme vous avez déjà eu peut-être cette occasion, cette expérience, le régime de Kiev fait des déclarations chaque jour et qui se contredisent parfois. Et là, ils progressent quand même. Ils prennent la situation tellement à la légère pour le... Mais d'ailleurs, il y a une dépêche AFP qui nous parvient. Volodymyr Zelensky annonce la reprise de nouveaux villages aux Russes dans le sud. Ça ne s'arrête pas. Ça ressemble à une débâcle. Il faut toujours vérifier si c'est vrai ou pas, parce que là, le régime de Kiev, ils adorent de manipuler les chiffres, ils adorent de jouer avec les chiffres, avec la géographie, etc. Donc là, des milliers de morts russes, etc., des milliers de morts de civils. Mais en revenant à votre question, là, selon les données de l'ONU, il y a combien? Il y a 6 000 ou 7 000 de civils qui sont morts pendant toute cette période de l'opération militaire, c'est-à-dire pour 7 mois. Vous savez combien de centaines de milliers de civils sont morts en Irak pour 2 mois de l'opération militaire de l'OTAN? Ça se compte par des centaines de milliers. Personne ne les a jamais comptés, ces gens-là. Il s'agit de 6 000. Vous voyez à quel point cette opération militaire est ciblée. On essaie d'épargner la vie de chaque civil. On essaie d'épargner chaque site. Vous dites vraiment que vous épargnez les vies des civils? Alexander Magogonov, 20 000 morts à Mariupol seulement. Mais qui vous raconte ces histoires-là? Le régime de Kiev, à qui vous croyez? Non, justement, ça ne vient pas du régime de Kiev. Il y a des crimes de guerre qui sont établis. À chaque fois qu'on vous en parle, vous dites c'est faux, vous dites c'est une mise en scène. Maintenant, c'est l'ONU qui confirme. Éric Mose, le président de la Commission internationale indépendante d'enquête, il parle d'exécutions, de mains attachées dans le dos, de blessures par balle à la tête, de gorges tranchées. C'est ce qu'il raconte. Il dit même que l'âge des victimes
victimes de violences sexuelles va de 4 à 82 ans. Il raconte l'histoire d'enfants de 4 ans qui ont été violés par des soldats russes. Oui. Que dites-vous à ces soldats russes aujourd'hui? Est-ce qu'ils doivent être jugés? Oui, vous savez, je me rappelle au printemps, en avril à mai, la presse française a sorti pas mal d'articles sur les viols collectifs par des soldats russes, lorsque les soldats violaient les familles entières devant le public, ils violaient même les morts. Mais on est où là? Mais franchement, il faut finir avec ce Hollywood. Les soldats russes ne sont pas venus en Ukraine pour violer, pour piller ou faire quoi que ce soit. Il y a plein de témoignages, il y a l'enquête de l'ONU et vous continuez à démentir. À quel point ces témoignages sont véridiques? Il faut toujours vérifier. Vous refusez d'y croire, en fait. C'est ça. Ça vous choque tellement que vous vous dites que c'est impossible, et pourtant c'est vrai. Dans l'armée russe, ce genre de choses est considéré comme un crime. Donc là, ces soldats-là, ils seront tout de suite jugés par son propre commandement, pas par quelqu'un qui vient de... On se demande aussi à quel point Vladimir Poutine est isolé. On voit de plus en plus de critiques, y compris venant de ses alliés. Vous avez suivi Kadyrov, le président tchétchène, qui s'en prend au général Lapine en charge des opérations à Liman. Il s'en prend même à l'état-major, ceux qui le couvrent. Il est applaudi par Prigojine, qu'on pensait proche de Vladimir Poutine. Vous voyez les critiques se rapprocher. Vous répondez quoi à Kadyrov? Je reviens ça se rapproche de vous. Oui, je reviens à ce que j'ai dit déjà. Donc là, il faut avoir le courage de reconnaître les erreurs, de critiquer soi-même, tout simplement pour corriger ces erreurs, de ne pas les connaître, pour ne pas les commettre de nouveau et pour aboutir au résultat prévu. Il vous critique, en même temps, il est décoré. Aujourd'hui, je voyais, il est promu au rang de colonel général. C'est le 3e grade de commandement le plus élevé dans la hiérarchie militaire russe. Il y a un lien entre les deux ou pas? Non, mais je peux imaginer logiquement pourquoi il est promu à ce grade, parce que quand même les bataillons tchétchènes, ils se battent comme des lions, ils se montrent vraiment des miracles sur le champ de bataille. Donc là, c'est lui en fait qui les inspire, qui les envoie, qui les prépare. Donc là, c'est lui qui est en charge de... La grande armée russe est obligée de faire appel aux bataillons tchétchènes, c'est un peu humiliant. Non, mais Tchétchénie, c'est la Russie quand même. Hein. Enfin, on imaginait que l'armée russe était plus forte. Non, mais écoutez, je vous répète, la Tchétchénie, c'est la Russie. Donc là, ils font partie intégrante de l'armée russe. Un mot sur la Russie. Comment vous jugez l'état de la société russe? On voit des centaines de milliers de Russes qui quittent la Russie depuis le 24 février. En l'espace de 2 semaines, depuis le 21 février, le FSB a dit lui-même qu'il y avait plus de 221... Oui, la mobilisation, depuis la mobilisation. 21 septembre. Il y a eu 260 000 Russes qui ont quitté le territoire. Est-ce que la société russe n'est pas en train de voter avec ses pieds, au moins pour une partie? Vous savez, voilà, vous venez de citer 260 000. Ce matin, j'ai vu un chiffre 700 000. Les chiffres varient. C'est toujours le jeu des chiffres, vous voyez. Non, mais plus de 200 000. Plusieurs centaines de milliers, en tout cas, ça semble factuel. Là, il faut toujours vérifier la véracité de ces infos. Mais bon, en tout cas, je peux imaginer qu'il y a des gens qui partent ou qui fuient, comme vous dites. Le facteur humain, personne ne peut l'éliminer. Vous voyez, les gens, ils réagissent à leur manière. Quelqu'un a peur, quelqu'un veut quitter la Russie. Mais bon, il y a toujours des milliers de ceux qui veulent rester, qui veulent s'inscrire même comme volontaires dans l'armée, n'étant même pas mobilisés. Ils veulent le faire vraiment de leur propre volonté et de rejoindre leurs confrères d'armes dans les régions en question pour... Vous croyez encore à la victoire? Vous croyez encore à la victoire? Ah bah c'est inévitable, on n'a pas d'autre choix. Mais c'est quoi la victoire exactement? Est-ce que c'est le rattachement définitif à la Russie de ces 4 régions? Tout à l'heure, vous disiez... On est en guerre contre le régime de Kiev. Et ce sera la dernière question. Donc ça va plus loin. C'est-à-dire qu'au-delà du rattachement à la Russie de ces territoires, vous dites, le but de guerre, c'est aussi de renverser le régime que vous décrivez vous-même comme votre ennemi. C'est pas du tout le but de notre guerre, c'était jamais prononcé. C'est vous-même qui l'avez dit. Non. On se bat contre le régime. Vous êtes en guerre contre un régime, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, pas contre le régime, mais on est obligé d'affronter ce régime qui a pris l'Ukraine en otage, qui bombarde sa propre population, qui est russophone, c'est nos frères et sœurs, nous sommes obligés de les protéger. En revenant à votre question, alors quel est le but de la victoire? C'est quoi la victoire? C'est quoi la victoire? La victoire, c'est pas une notion purement, comment dirais-je, c'est pas le résultat de quelque chose qui est militaire. Ça peut être une victoire diplomatique, et c'est ce qu'on prône dès le départ. C'est pour ça que le président, encore une fois, le 30 septembre, lors de son allocution au Kremlin, il a encore une fois appelé les autorités de Kiev de cesser les hostilités, toute hostilité, de cesser cette guerre civile que ce régime... Après avoir annexé de force des territoires qui ne sont pas entièrement occupés. À la table de négociation qui était torpillée grâce, entre guillemets, au bon conseil des sponsors de ce régime. Parce que là, ces négociations étaient en cours et on était déjà à un point de convergence
sur certains points et on pourrait vraiment aboutir peut-être à quelque chose. Mais là, c'était bloqué, donc là, on n'y revient plus. Merci beaucoup Alexander Makogonov d'être venu nous voir ce soir. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. Le témoignage justement d'un de ces jeunes hommes qui a choisi de déserter la Russie. À tout de suite. « 70% des hackers ciblent les petites et moyennes entreprises. 1 sur 2 ne s'en remet pas. C'est pourquoi Menaya crée la première solution complète pour détecter, analyser et surveiller vos cyber-risques. Une solution clé en main pour prévenir les cyberincidents avant qu'ils ne surviennent. Lancez votre premier diagnostic simple et gratuit sur menaya.com. Menaya, cliquez, détectez, restez protégés. Je cherche pas un nouveau boulot. Ce que je cherche, c'est une bonne culture d'entreprise. Une boîte qui a ce petit quelque chose en plus. Le petit plus qui n'est pas listé dans la description du poste, même s'il devrait l'être. Bonjour, je suis votre algorithme. Je sais à quelle fréquence vous faites du sport, le plat que vous allez commander. Je connais même votre prochaine envie. Non, j'en doute. Nouvelle Alfa Romeo Tonale hybride. Live unpredictably. Nous avons décidé de fabriquer en France EO, notre nouvelle machine expresso et ses doses en papier naturel. Conçu pour durer, EO est garantie 5 ans. C'est ça notre engagement. Le cœur des hommes bat dans Malongo. Éminence. T-shirt 318. Éminence, le bien-être à la française. Coup de mou? Baisse de régime? Allô? Vitamine C UPSA 1000 mg réduit efficacement la fatigue passagère. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante sans avis médical. Mettre en place un réseau de spécialistes qui permet d'innover sans avoir à s'exiler. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Magnifique. Magnifique. Vous aussi, découvrez l'effet d'une cuisine sur mesure personnalisée. Cuisine Plus, sortez des standards. Got it shaking, we making moves at light speed. In your pocket, a little something you might need. Devis, factures, compta. Chez nous, EBP est partout. Et pour nous dirigeants, c'est aussi un outil de pilotage très performant. Je pilote mon activité. Je surveille ma trésorerie. Je collabore avec mon expert comptable. Tout ça, où que nous soyons. EBP, ce qui compte, c'est vous. Vivez la liberté augmentée avec la nouvelle BMW iX1 100% électrique. Mettre en place un réseau de spécialistes qui permet d'innover sans avoir à s'exiler. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Dans la vie, faire le bon choix, c'est essentiel. Choisir Solabay pour vos fenêtres, volets, portes et portails, c'est la sérénité assurée. Et ça se voit. Mon choix est fait, c'est Solabay. En ce moment, le 4e produit Solabay est offert. Allô? C'est les voisins. Vous pouvez aller regarder la maison? Est-ce que tout va bien? Écoutez, oui.
Par contre, dans mes souvenirs, j'étais sûre que vous habitiez plus près. Partez de chez vous l'esprit vraiment tranquille. Maison protégée, alarme et télésurveillance. Orange. Je suis d'ici, j'ai grandi ici et j'y resterai toujours. Je suis un hôtel new-yorkais. Oui, je sais, je suis grand, 171 mètres et des poussières. Je suis vraiment au-dessus de tout le monde. Je cherche quelqu'un qui aime être au cœur de l'action, mais qui aime aussi le calme et la tranquillité. Vous avez faim? Je connais un bon restaurant, et même plusieurs dans le coin. On dit que New York ne dort jamais, mais bon, si vous avez besoin de vous reposer, j'ai aussi ce qu'il vous faut. Pour ceux qui ne s'arrêtent jamais. Nouvelle utilitaire Renault Kangoo Van E-Tech 100% électrique, meilleure autonomie de sa catégorie, à découvrir pendant les jours Pro Plus du 3 au 12 octobre. Peut-être qu'elle a faim. Hein. Elle vient de téter pendant 20 minutes. Tu crois pas qu'elle a chaud? Peut-être qu'elle a froid. C'est normal que tu dormes jamais, toi. C'est peut-être des coliques. Essaye de la mettre sur le bras. No front or back and my love won't bend. Ben voilà. Lost in spin. C'est normal qu'elle dorme autant? Devenir parent, c'est aussi se poser des questions. Trouvez des réponses sur 1000premiersjours.fr. Tu crois qu'il faut la réveiller? Vladimir Poutine va-t-il perdre la guerre? À quel point est-il fragilisé aujourd'hui? Pour nous aider à comprendre, à avancer, le témoignage d'un de ces jeunes Russes qui a choisi de quitter son pays. On va le retrouver en direct. Bonsoir Dmitri Paliouga. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je le disais, vous faites partie de ces hommes qui ont fui. Pour vous, c'était impensable de faire la guerre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer pourquoi? Actuellement, je suis en congé, je suis effectivement en dehors de la Russie, mais il est fort possible que j'y retourne. Mais bien évidemment, de toutes mes forces, je vais essayer de ne pas me retrouver mobilisé. Je n'ai aucune intention de me battre en Ukraine. C'est une guerre qui n'a aucun sens. J'ai toujours été opposé à cette guerre. Par conséquent, je ne vois pas de sens aujourd'hui de renforcer l'armée de Poutine qui, de plus, essuie des échecs. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous avez fui ou vous jugez cette information trop dangereuse? Je suis actuellement au Kazakhstan. Je suis chez un membre de ma famille. Ce n'est pas un secret. Vous arrivez à communiquer avec d'autres jeunes Russes, savoir quelle est l'ampleur justement de cet exode? Bien évidemment, je peux juger sur mes propres amis qui ont quitté le pays encore au mois de février, mais bien davantage de gens ont quitté le pays maintenant, car la menace de mobilisation peut toucher n'importe qui. Nonobstant le fait que la mobilisation ait été déclarée comme partielle. De fait, le cas du président et les agissements des commissariats militaires témoignent du fait qu'on mobilise pratiquement n'importe qui. Tout homme à un âge de 18 ans à 60 ans peut tout à fait être appelé dans l'armée. Encore une question. Est-ce que vous pensez que les échecs successifs et militaires de Vladimir Poutine sur le terrain peuvent mener à sa destitution? Je vous demande ça parce que vous faites partie de ces élus de Saint-Pétersbourg qui, à un moment donné, demandaient la destitution de Vladimir Poutine. Oui, je pense que c'est inévitable
cela se produira, cet échec dans la guerre constituera une raison d'affaiblissement du pouvoir de Poutine. Nous voyons déjà qu'il se déroule des processus inhabituels pour notre société. Il y a des conflits internes dont nous n'avons jamais vu l'apparition par le passé. Aujourd'hui, on essaie d'accuser l'armée de tous les maux en essayant de dire que le président n'est coupable de rien. Est-ce que les militaires vont porter le chapeau, supporter cela? Merci beaucoup, Dmitri Paliouga, d'avoir pris le temps de nous répondre ce soir. Ça va faire le lien avec la question que vous voulez nous poser. Bonsoir, Guillaume, on vous écoute. Oui, bonsoir. Ma question est la suivante. Quelle est l'ampleur de l'exode des hommes russes? Je vous laisse répondre, Thierry. Alors, c'est difficile de répondre avec un chiffre très précis. C'est peut-être le seul point sur lequel on peut être d'accord avec ce que disait tout à l'heure le porte-parole de l'ambassade de Russie. Ce qu'on peut dire avec confiance, c'est que c'est plusieurs centaines de milliers d'hommes qui sont partis. Alors, ils sont partis dans différentes directions. Quand ils partaient vers l'ouest, c'était plutôt du côté de la Finlande pour entrer dans l'Union européenne. Quand ils partaient vers le sud, c'était plutôt vers le Kazakhstan et la Géorgie. Le Kazakhstan et la Géorgie disent l'un et l'autre qu'ils ont reçu à peu près 200 000 hommes russes chacun. Donc on est déjà à 400 000. S'agissant de l'Union européenne, c'est plutôt dans les 70 000, semble-t-il. Donc on approche déjà des 500 000. Et quand on compte l'ensemble des départs, y compris par voie aérienne, etc., on serait effectivement autour de 700 000. Alors il faut dire deux choses une fois qu'on a dit tout ça. Le corps des mobilisables potentiels. En Russie, c'est 25 millions de personnes, donc c'est absolument considérable. Si vous dites même que 700 000 personnes, 700 000 hommes mobilisables potentiellement sont partis, ça représente moins de 3% de la totalité de ceux qu'on peut mobiliser. Ensuite, comme vous savez, la Russie, c'est un pays absolument gigantesque, c'est de très loin le plus grand pays du monde, c'est 17 millions de kilomètres carrés, et ça veut dire que vouloir partir, c'est une chose, pouvoir partir à la fois financièrement, logistiquement et géographiquement, c'est pas forcément évident. En tout cas, c'est un mouvement quand même assez puissant, plusieurs centaines de milliers de personnes. Évidemment, ceux qui peuvent partir, c'est plutôt des gens aisés, donc plutôt des gens éduqués, donc plutôt des gens qui sont dans l'économie et qui y jouent parfois un rôle assez important. Donc c'est quand même un mouvement qui est à la fois symboliquement, politiquement et dans une certaine mesure un peu économiquement aussi, reste significatif. On va regarder maintenant la question d'Yves, question qui nous parvient par Internet via le QR code. Yves qui nous dit, est-ce qu'on connaît le nombre de soldats russes qui se sont rendus aux soldats ukrainiens, comme on a pu le voir dans notre reportage, c'est-à-dire dans l'image qu'on montrait en début d'émission, et qui est communiquée par les soldats ukrainiens, parce qu'il s'agit aussi de communication? Non, on n'a pas de chiffres précis. Ce que l'on sait, c'est que pratiquement, d'ailleurs, depuis le début de la guerre, il y a eu des opérations d'échange de prisonniers. Des prisonniers russes contre des prisonniers ukrainiens, notamment ceux qui avaient combattu donc, à Mariupol, dans le grand complexe d'Azovstal. Ce qui est très important, c'est que normalement, les prisonniers de guerre sont protégés par la Convention de Genève, telle que d'ailleurs le ministre de la Défense ukrainien l'a rappelé il y a quelques minutes sur ce plateau. Donc, normalement, ils doivent être visités, par exemple, par le Comité international de la Croix-Rouge. Ils sont protégés. Du côté ukrainien, il n'y a pas de doute sur la protection qui est faite à l'égard des prisonniers de guerre. D'ailleurs, c'est un argument pour les inciter à se rendre. Du côté russe, on a vu notamment lors de la libération des prisonniers d'Azovstal qu'ils avaient été maltraités et qu'ils étaient particulièrement épuisés. Ulysse ? Le procureur d'Ukraine était sur le plateau de BFM TV cette semaine et il a reconnu qu'il y avait effectivement beaucoup de déserteurs ou de prisonniers russes qui sont emprisonnés. Le chiffre non officiel, pour répondre précisément à la question, c'est plusieurs centaines de prisonniers de guerre russes. Quels sont les leviers, les guerres que Vladimir Poutine peut encore mener, ces nouveaux chapitres qu'on ouvre? Colette a une question à nous poser. On vous écoute, Colette. Bonsoir. Que sait-on de l'attaque des gazoducs?
Ah, bah Jérôme Pellistrandi va s'y coller. Allez, Jérôme, on va venir à l'écran. En fait, c'est assez compliqué de modéliser ce qui a pu se passer. Vous avez travaillé sur 3 scénarios différents. Est-ce que d'abord, on peut expliquer de quoi il s'agit, de quoi on est en train de parler? Donc, en fait, il s'agit de 2 tuyaux qui font à peu près 1,20 m de diamètre, vous voyez cette dimension, qui sont au fond de la mer Baltique et qui font 1200 km. Et donc, la semaine dernière, il y a eu 2 explosions majeures et qui ont été détectées avec ces flux qu'on a vus sur les écrans. Donc, première hypothèse, ça pourrait être un sous-marin qui va dans les eaux et qui va envoyer des nageurs de combat. C'est faisable. La seule chose, c'est qu'il faut descendre entre 70 et 80 mètres. La problématique, c'est quand après il faut remonter, eh bien, il faut un sas de décompression. Ça peut être très dangereux. Il faut des plongeurs très expérimentés. Et donc, dans cette hypothèse-là, les plongeurs vont aller au fond et vont déposer des charges d'explosifs avec une minuterie, en quelque sorte, qui sera déclenchée au bon moment. Il y a un deuxième scénario possible, parce que celui-là, vous nous dites que c'est quand même très difficile. Qu'est-ce qui vous semble plus probable? Hypothèse numéro 2. L'autre hypothèse, c'est la même chose, un sous-marin, mais qui va emmener un drone. Donc, c'est un petit sous-marin autonome, télécommandé, et qui va faire la même mission, aller poser donc ces explosifs. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque pour les marins. On peut le faire de loin. Et surtout, il faut savoir que la charge que l'on doit déposer dans cette profondeur, il faut environ entre 500 et 1 tonne d'explosifs. Donc, un drone, c'est plus facile pour transporter ces explosifs. Mais qui pourrait le faire? Il y a peu de marines qui peuvent le faire. Il y a des marines occidentales, mais les Russes aussi se sont largement équipés pour faire ce type de mission, parce que on peut le faire sur un câble sous-marin, on peut le faire sur un gazoduc, on peut le faire aussi sur des câbles Internet. Et il faut savoir que 80% du trafic Internet passe par les câbles sous-marins. Oui, ça pourrait créer un blackout mondial. Il y a un troisième scénario. Le troisième scénario, qui est peut-être le plus plausible, c'est un bateau qui est en surface et qui va en quelque sorte descendre donc des mines. C'est assez facile à poser. Ça prend pas beaucoup de temps parce que avec les GPS, et on connaît la localisation, je vais poser mes mines qui vont descendre. Peut-être que on peut le faire plusieurs semaines à l'avance. C'est une programmation. Et puis au moment opportun, eh bien, je fais un gros boom. Et donc, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Ça peut avoir été préparé longtemps à l'avance? Oui, ce type de scénario, d'abord, ne s'improvise pas. C'est pas en quelques jours qu'on peut monter une telle opération. Ça veut dire que c'était planifié, préparé à l'avance, surtout pour éviter d'être détecté. C'est pour ça que l'hypothèse d'un sous-marin dans la mer Baltique, c'est plus délicat. Vous voulez vraiment qu'on s'intéresse au sous-marin Belgorod? Ah oui, alors là, c'est quelque chose qui est très important parce que les Russes ont mis en service ce monstre de 15 000 tonnes début juillet, le Belgorod. C'est un sous-marin, en fait, une espèce de couteau suisse, on va dire couteau russe, qui permet de faire un certain nombre d'opérations. Il peut envoyer des torpilles autonomes à propulsion nucléaire, que l'on voit ici. Il peut avoir en dessous un mini sous-marin, voire des drones. Et donc, ce sous-marin qui a été mis en service en juillet 2022, eh bien, on le cherche, on pense qu'il est dans l'Atlantique Nord, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est un outil très puissant, et donc c'est un peu le symbole de la puissance russe, comme le fameux missile Sarmat qui avait été tiré à 10 000 km. C'est ce qu'il y a de plus puissant dans l'arsenal russe. Quand même, vous nous montrez des torpilles à propulsion nucléaire qu'on appelle les torpilles Poséidon, torpilles de l'apocalypse. Ce sous-marin pourrait les envoyer aujourd'hui. Il en est capable. Il en est capable, et il faut reconnaître qu'il n'y a pas l'équivalent donc en Occident. On va essayer maintenant de se mettre dans la tête de Vladimir Poutine. On va réussir à le faire grâce à François Hollande, l'ancien président de la République, qui a rencontré à maintes reprises le président russe. Il va nous raconter les coulisses de ces différentes rencontres. Est-ce que Vladimir Poutine est fou? On lui a posé la question, vous allez l'entendre. Une rencontre tout à l'heure réalisée avec Jean-Maurice Prin, Philippe Vigneault, Adrien Fache et Elena Astet. Bonsoir François Hollande, merci beaucoup de nous recevoir ici. Vous publiez Bouleversement aux éditions Stock. Grâce à vous, on s'approche au plus près de Vladimir Poutine. On aimerait savoir comment vous l'avez trouvé vendredi dernier. Lors de ces 2 discours, on a l'impression qu'il déclare la guerre à l'Occident. Est-ce qu'il vous a fait peur? J'ai plusieurs fois rencontré Vladimir Poutine, donc je sais ce qu'il faut entendre, ce qu'il faut croire et ce qu'il faut, à un moment, redouter. Donc,
dans cette intervention, ce qu'il voulait acter, notamment auprès du peuple russe, c'est qu'il avait emporté une première manche, c'est-à-dire de conquérir des territoires ukrainiens et de les rendre russes. Mais c'était une présentation, et il le savait parfaitement. C'était un élément de propagande, alors qu'il est en train de camoufler une défaite, puisque son armée recule, et que l'intention initiale n'était pas d'élargir le Donbass, c'était de conquérir toute l'Ukraine. Donc il est dans une affaire maintenant autant de politique extérieure, comment faire peur pour que les Occidentaux relâchent les aides qu'ils ont accordées aux Ukrainiens, et également dans une opération de politique intérieure, comment éviter qu'ils soient contestés alors même que ces objectifs n'ont pas été atteints. Mais avec Vladimir Poutine, il faut toujours prendre au sérieux les risques d'escalade. Donc lorsqu'il dit qu'il ne bluffe pas, il bluffe forcément, mais il peut utiliser toutes les formes d'armes sans aller jusqu'au nucléaire, de destruction, et on l'a bien vu sur les menaces qui pesaient sur la centrale nucléaire au sud de l'Ukraine, ou les sabotages qui ont été faits sur les gazoducs. Donc nous sommes dans une guerre qui va durer, qui va être encore longue, mais où Vladimir Poutine est en position de faiblesse, parce qu'il est isolé politiquement, parce qu'il est fragile économiquement, et parce que militairement, il est en recul. On essaie peut-être à tort de se mettre dans la tête de Vladimir Poutine. C'était intéressant d'entendre Emmanuel Macron sur CNN se demander si ce n'était pas le Covid, l'isolement lié à l'épidémie, qui l'avait fait vriller. Est-ce que vous pensez que ce genre d'analyse est plausible? Ce qui est vrai, c'est que le virus, la pandémie, qui n'a pas été éradiqué en Russie aussi facilement que ça l'a été en Europe. Ils avaient un vaccin qui s'appelait le Spoutnik, et je ne suggère pas d'utiliser ce vaccin par rapport à d'autres vaccins occidentaux. Donc la pandémie, la Covid, a sûrement isolé Vladimir Poutine et l'a privé d'un certain nombre d'informations qui pouvaient venir d'un bon nombre de ses relais. L'image que l'on a tous à l'esprit, c'est cette grande table, mais pas simplement avec les dirigeants du monde, également avec son gouvernement, y compris avec ses militaires. Il a, je crois, une certaine peur de la maladie, mais cette appréhension du virus l'a sans doute privé de conseils, de consultations qui l'auraient éclairé sur la résistance ukrainienne. Grâce à vous, je le disais, on s'approche de lui, on se rapproche de lui, puisque vous lui avez parlé, vous l'avez rencontré plusieurs fois. Vous dites aussi, c'est un homme tout en muscles et en mystère, aussi chaleureux et attentif qu'il peut être glacial et brutal, opposant toujours à son interlocuteur ce regard bleu qui lui sert tant à séduire qu'à inquiéter. Parfois, il vous a séduit? Mais il peut faire preuve d'attention, Vladimir Poutine, à l'égard de ses interlocuteurs. À l'égard notamment d'Angela Merkel, c'était assez évident. Ils avaient, non pas des complicités, mais ils avaient des vies en commun. Angela Merkel avait vécu sous un régime communiste à l'est de l'Allemagne, et à cette époque, Vladimir Poutine était un agent du KGB. Donc il y avait une forme de reconnaissance de ce qui avait été la place de chacun. Et donc il lui faisait souvent des compliments. Et Angela Merkel me disait, c'est là qu'il est le plus redoutable, c'est quand il fait semblant d'être gentil. Est-ce qu'on a retenu aussi l'épisode des chiens, où il connaissait sa peur des chiens et il en jouait? Oui, ce que je dis de Vladimir Poutine, c'est qu'il est toujours, quand il est dans une relation de diplomatie, pas encore de négociation, mais ça peut l'être, je me souviens de la nuit de Minsk, toujours en train d'alterner le brûlant et le glacial. Le brûlant, prêt à dire qu'il faut trouver une solution, le glacial à l'empêcher. Donc il y a toujours la nécessité de construire un rapport de force à l'égard de Vladimir Poutine, qui peut être économique, qui peut être politique, qui peut être militaire, si l'on veut trouver une solution. Si on a pu, à Minsk, au début de l'année 2015, le ramener, si je puis dire, à la raison, c'est-à-dire à un cessez-le-feu, c'est parce qu'il savait qu'à ce moment-là, qu'il y avait des risques de sanctions, qu'il n'était pas prêt à pouvoir poursuivre l'offensive, et il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour un temps. Il savait qu'à un moment, il reprendrait l'offensive et qu'il fallait gagner du temps. Car, comme je l'ai rappelé, les dictateurs pensent qu'ils ont toujours le temps.
C'est-à-dire que quand il agite la menace nucléaire, à nous de faire comme les Américains le font, à dire attention, la riposte serait catastrophique. C'est comme ça qu'il faut faire à chaque fois avec lui? À nous de dire que toutes les puissances nucléaires connaissent les règles de la dissuasion et que toute utilisation d'armes nucléaires entraîne nécessairement des ripostes qui sont au même niveau. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre à la légère toujours ces menaces-là, mais il faut à chaque fois rappeler que l'équilibre de la terreur a permis au monde précisément de ne plus jamais connaître les catastrophes qu'il y a eu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le sens justement d'une question de téléspectateurs que nous avons reçue. Est-ce que Vladimir Poutine peut accepter la défaite sans utiliser l'arme nucléaire, Ulysse? Écoutez, ce qui peut être rassurant, c'est que les Soviétiques puis les Russes ont la maîtrise de l'arme nucléaire depuis maintenant plus de 70 ans. Et ils ont toujours agi avec doigté. La dernière fois qu'il y a eu une vraie crise nucléaire, c'était la crise de Cuba, la crise des missiles en 62 avec Kennedy. On est passé tout près de la guerre nucléaire. Ça ne s'est pas produit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un équilibre de la terreur. Et quand on en arrive là, les signaux sont très clairs. Les Américains ont dit de façon secrète, mais très appuyée par les médias et notamment par les interviews des généraux américains, que si Poutine se risquait à utiliser l'arme nucléaire, la riposte serait foudroyante. Poutine sait que s'il utilise le nucléaire, il est mort d'une certaine manière. Il est mort politiquement, c'est un paria à l'échelle de la planète. Il sera rejeté même par les Chinois et par ses plus fidèles alliés. Il aura peut-être le soutien des Coréens du Nord. Donc c'est vraiment difficile de dire ce qu'il va faire, mais ça paraît tout à fait improbable. Et pourtant, il faut que les états-majors s'y préparent, parce que si l'improbable se produit, il faut savoir comment protéger nos populations et surtout quelle riposte on peut apporter. Et surtout, il ne décidera pas seul. Oui, évidemment, il ne décidera pas seul et ça soulève une partie de la question. Au fond, Poutine peut-il accepter la défaite sans l'utilisation de l'arme atomique? Ça revient à poser la question bien différente, c'est Poutine peut-il accepter la défaite? Parce que c'est ça, au fond, la vraie question. Alors, vous avez raison, à partir du moment où il est l'arbitre ultime et il est celui qui donne l'ordre, mais il y a toute une chaîne ensuite de commandement qui suit derrière, dans tous les pays qui sont des puissances nucléaires, pour que l'ordre soit exécuté. C'est le général Yakovlev, tout à l'heure sur BFM TV, qui dit que de toute façon, il y aura des centaines de personnes à ses ordres et peut-être qu'il peut y avoir une désobéissance. Un qui se dit et ma famille, alors non, je ne vais pas aider Vladimir Poutine dans cette escalade nucléaire. Je ne fais que le citer. C'est envisageable. Et par ailleurs, on peut imaginer qu'il y aura aussi un certain nombre de signaux. On verra des forces activées, on verra des mouvements sur les bases, on verra des préparatifs qui, pour l'instant, n'ont pas été constatés, qui feront ou feraient potentiellement monter la menace d'un cran ou deux. On ouvre le dernier chapitre de cette émission grâce à vous. Elisabeth, bonsoir. On écoute votre question. Bonsoir. Ma question est la suivante. Qui soutient encore Poutine? La Chine, par exemple, est-elle derrière lui? On vous écoute, Sylvie Berman. Qui soutient encore Vladimir Poutine? Alors, le terme soutien est peut-être un petit peu fort. Je pense qu'en ce qui concerne la Chine, elle est très embarrassée par cette guerre parce qu'elle en subit aussi les conséquences sur le plan économique et que cela affaiblit son principal partenaire contre les États-Unis. Donc, elle a fait passer ce message lors d'une réunion à Samarcande, tout en disant qu'il fallait un cessez-le-feu, mais en respectant les préoccupations de sécurité des deux pays. Donc, en réalité, elle n'ira pas contre la Russie. Et il y a eu récemment une réunion du Conseil de sécurité et il y a eu un vote contre l'annexion des territoires. La Russie, bien sûr, a voté contre, mais 4 pays se sont abstenus, ce qui est quand même important. C'est 4 pays qui n'ont pas voulu condamner la Russie. C'est évidemment la Chine, c'est l'Inde, c'est également le Brésil et le Gabon. Et la réalité, on voit cette carte ici qui est intéressante, mais qui reflète un temps donné. C'était les premiers votes contre l'agression en Ukraine. Depuis, il y a eu des évolutions. Et en fait, il y a eu une centaine de pays qui, je ne sais plus si c'était en mars ou avril, ont refusé de demander l'exclusion de la Russie du Conseil des droits de l'homme. Et en fait, ces pays, vous les retrouvez dans ceux qui sont présentés comme neutres aujourd'hui, puisque j'évoquais effectivement le Brésil, mais c'est également le Mexique, plusieurs pays d'Amérique latine. C'est également une grande partie des États africains et des États du Moyen-Orient. Beaucoup considèrent que c'est une guerre qui est une guerre régionale, qui est une guerre d'Européens.
et disent aussi, quand il y a une guerre dans nos régions, ils parlent du Yémen, ça vous est totalement indifférent. Donc, il n'y a pas de soutien en tant que tel. Il y a des pays qui refusent de condamner la Russie, soit en s'abstenant, ce qui est un signal, soit même en n'allant pas voter. Et lundi, il y a une nouvelle réunion à la suite de l'échec du vote au Conseil de sécurité de l'Assemblée générale. Et là, on pourra faire une nouvelle photographie de ce qu'on appelle l'isolement de Poutine, ce qui est sans doute exagéré par rapport au monde. Je vous vois tous vouloir réagir. Non, mais on peut dire qu'il y a 2 pays qui soutiennent concrètement Poutine, c'est l'Iran, qui livre des armes et des drones, et la Corée du Nord. Et le Mali. Et lundi, on saura. Et le Mali qui soutient la Russie, le Mali qui est aux mains des milices Wagner, on pourrait dire ça comme ça. Mais on peut dire une chose, c'est que lundi, aux Nations Unies, on aura un vote très important. Il y a 193 pays qui vont voter. Il y en a à peu près 120 qui vont voter contre la Russie. Combien voteront pour Poutine? On le saura lundi soir. Oui, Jérôme, c'est-à-dire que c'est quand même intéressant de voir la position de la Chine qui évolue. Le représentant chinois à l'ONU qui appelle au strict respect du droit international, c'est une façon de prendre ses distances. C'est une façon de ménager, en fait, d'une part la Russie, parce que la Russie est aussi un marché intéressant pour la Chine, mais la Chine doit aussi prendre en compte son lien économique avec les États-Unis. Donc on voit bien que pour Pékin, l'objectif, c'est la stabilité, d'autant plus que Xi Jinping doit affronter le 20e congrès du Parti communiste chinois d'ici quelques jours, donc il a besoin de stabilité. Encore une question, en fait, il nous reste plus que 10 minutes, Thierry. Oui, parce que je vois que vous voulez réagir à ça. Je voulais juste ajouter quelque chose d'important sur les soutiens à la Russie, parce qu'il se passe quelque chose de vraiment important ce soir, qui est l'OPEP+, qui est une version élargie de l'OPEP, à laquelle participe la Russie, a décidé de réduire sa production de 2 millions de barils par jour, qui est la plus forte baisse depuis le début de la pandémie. Et ça, c'était une demande de la Russie, parce que la Russie veut squeezer en quelque sorte le marché du pétrole, c'est à son avantage. Donc parmi les pays qui implicitement soutiennent la Russie, ce soir, il y a l'OPEP et en particulier l'Arabie Saoudite. Et ça aura des conséquences très importantes dans les jours et dans les semaines qui viennent. Une autre question, Sylvie, elle est assez cash, je vous la pose. Est-ce que la fin de la guerre passe forcément par la fin de Poutine ? Alors d'abord, la fin de la guerre, on ne sait pas quelle sera, parce que pour le moment, on est parti du principe que la Russie était en train de perdre et que les Ukrainiens allaient reconquérir l'ensemble des territoires occupés, y compris la Crimée. Ce n'est pas sûr. Maintenant, s'il y a une défaite totale de la Russie, il y aura probablement des réactions dans le pays, mais c'est très difficile de dire quelle réaction. Je sais que beaucoup ont évoqué une révolution de palais. C'est assez peu crédible. Et si quelqu'un prend le pouvoir dans ces conditions-là, ce ne seront pas les personnalités les plus démocrates. On va tout de suite, dans un instant, retrouver Sergueï Buntman, journaliste, traducteur russe. Mais on voulait aussi entrer dans le Kremlin. C'est très compliqué, Sylvie, mais j'ai besoin de vous. Le 1 Hebdo a fait un super numéro en se demandant si c'était le début de la fin et a catégorisé plusieurs personnes. Il y a ceux qui ont l'oreille du Kremlin. Il y a Evgeny Prigojine, dont on parle beaucoup, le Metropolitikon, celui qui est présenté comme le plus proche, Sergueï Shoigu. Vous avez le droit de dire que c'est faux, hein, mais je présente comme ça. Et l'énigmatique Mikhail Mishustin, le président du gouvernement de la Fédération russe. Si Vladimir Poutine ne pouvait plus être au pouvoir aujourd'hui, en gros, c'est lui qui prendrait sa place pour 3 mois. Est-ce qu'il y a des successeurs désignés de Vladimir Poutine, puisqu'on se projette? Alors, des successeurs, sûrement pas. D'ailleurs, c'est ce qu'il voulait éviter. Donc, normalement, il y a des élections en 2024. Et il a obtenu une réforme de la Constitution pour pouvoir rester encore pendant 2 mandats au pouvoir. C'est des mandats de 6 ans, donc jusqu'en 2036. Et quand il avait fait cette réforme constitutionnelle, il avait dit « au moins, on cessera de m'interroger sur ma succession ». Alors cela dit, il y a quelques noms, mais qui sont assez peu crédibles aujourd'hui. Bon, vous évoquez Mishustin, bon, c'est l'intérim, mais lui, sa spécialité, c'est les finances, c'est l'économie. Donc, c'est pas. C'est pourquoi il est silencieux depuis le début de la guerre. Absolument. Il y a d'autres noms qui sont évoqués. Il y avait celui de Shoigu à un moment, mais c'est très peu crédible. Oui, avec la débâcle militaire, ça semble assez compromis. Bonsoir, Sergueï Buntman. Je vais m'approcher de vous. Vous êtes journaliste, traducteur russe, premier vice-rédacteur en chef de la station de radio L'Écho de Moscou depuis 1998. Est-ce que Vladimir Poutine ne peut pas perdre la guerre sans y laisser sa peau ? Non. Je pense que pour lui, c'est impossible parce qu'il ne pense qu'à la victoire. Et si, par exemple, on a évoqué pendant cette émission, on a évoqué la crise des Caraïbes, la crise de Cuba de 62,
Khrouchtchev avait la possibilité de faire sans servière et sortir avec une certaine dignité de cette situation qu'il a trouvée pour un moment redoutable. Et cette ligne directe avec le président Kennedy et les intermédiaires, ils ont joué pour sauver l'honneur de la Russie et des États-Unis, de l'Union soviétique et des États-Unis. Maintenant, Poutine coupe à chacun de ses discours, il brûle tous les ponts. Il accuse l'Occident, il appelle, sans la nommer, à la guerre sainte contre l'Occident, et chaque jour, il brûle les ponts. Je ne peux pas l'imaginer accepter une défaite. Oui, et on se demande comment pourrait-il être renversé. Est-ce que l'hypothèse d'un Brutus au Kremlin, par exemple, est-ce que c'est plausible? Tout est possible. Tout est possible et tout est impossible. Je ne sais pas comment c'est organisé au Kremlin, mais je sais que dans l'histoire, tous les organismes de sécurité les plus puissants, les prétoriens, les plus courageux et les plus fidèles, il y a un certain déclic quand tout ça tombe en ruine et le dictateur tombe, que ce soit un empereur romain, russe ou bien un dictateur d'Amérique latine. Ça peut tomber à tout moment et personne ne sait quand et comment. Et puis la santé, personne ne sait quelle est la santé de Poutine. Oui, il y a toujours des rumeurs, mais il a l'air à chaque fois en meilleure santé que vous et moi. C'est quand même un des hommes les plus protégés de la planète aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a tout un système très sophistiqué. C'est à plusieurs niveaux de sa protection. Et ça, c'est surtout exacerbé pendant la pandémie. La pandémie qui a joué un rôle assez important dans la prise de décision de Poutine. Il se retrouvait beaucoup plus isolé qu'avant. Et il n'y avait qu'un petit cercle d'amis intimes, de collaborateurs qui l'entouraient. Très isolé, il pouvait s'adonner à ses fantasmes, ce qu'il a fait. Merci beaucoup, Sergueï Gountman, de nous avoir accordé ces quelques minutes. On le disait tout à l'heure, ça fait partie des informations du soir. Vladimir Poutine a annexé la centrale de Zaporijia. On va s'intéresser à un autre point névralgique de cette guerre, la centrale de Tchernobyl. On va vous proposer lundi prochain, dans notre soirée Ligne Rouge, une série spéciale en plusieurs épisodes sur cette centrale qui a été prise en otage. On va vous raconter 35 jours d'une crise inédite grâce à Pauline Revenat, Régis Desconclois et Alexandre Funès. Je vous propose de regarder un extrait. Vladimir Vladimirovich Poutine. C'est un discours qu'on étudiera dans les écoles de rhétorique comme le discours de propagande par excellence. Poutine, très maquillé, très sûr de lui, très belliqueux aussi. За нами правда, за нами Россия. Voilà, et on va peut-être réussir à avoir l'extrait. C'était le reportage que vous avez vu en début d'émission. Est-ce qu'on peut voir l'extrait de notre série sur la centrale de Tchernobyl? Allez, on le regarde. Au 14e jour d'occupation, la région de Tchernobyl est soudain privée d'électricité. Et sa centrale n'est plus alimentée. Est-ce dû à un acte de sabotage ou est-ce une conséquence des bombardements? Impossible à dire. Mais le résultat est le même. Ça fait 30 ans que je travaille dans la centrale. Et on ne s'est jamais retrouvé dans une situation pareille. Sans électricité, les employés ne contrôlent plus les pompes qui permettent le refroidissement des déchets nucléaires. Si ces éléments radioactifs entrent en fusion, une catastrophe nucléaire peut se reproduire. Rendez-vous lundi soir à 21h sur BFM TV. C'est la fin de l'émission. J'ai encore une question quand même. Je ne sais pas par qui commencer. Combien de temps la guerre va-t-elle durer selon vous?
Bon, je n'en sais rien, mais certainement plusieurs mois encore. Thierry? Pas mieux. Pas mieux, oui. Bon, vous avez dit réponse courte, c'est très bien. Jérôme Pellistrandi. Au moins jusqu'au printemps 2023. Ulysse? Jusqu'à l'effondrement de l'armée russe, ce qui n'est pas pour demain. Il faut s'attendre à une guerre dure pendant l'hiver, sauf surprise. Et comme a dit tout à l'heure notre ami russe, tout est possible et tout est impossible. Et on peut se réveiller demain matin sans Poutine au Kremlin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci aussi au public. Je vous remercie. Grâce à vous, on a pu avancer dans l'émission. J'espère qu'on a bien répondu à vos questions. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Maxime Switek. Bonsoir Maxime. C'est